moi s'intitule Thématiques émergentes d'application sur la conception. Donc on va parler technique, bien dans le bon sens du terme. On va parler recyclage, énergie grise, mixité des matériaux, application du bâti sur la santé des habitants. Et donc on va essayer de croiser ces différentes thématiques sur le projet de réhabilitation. Rebonjour, effectivement j'ai déjà été présentée ce matin. Je suis donc Peggy Garcia, enseignante à l'ENSA Paris-Malaquais et j'interviens également au Master DRAC de Normandie. Et c'est essentiellement sur ce master que va porter ma présentation. L'objet de ma présentation est autour de l'énergie grise. Ça a été la commande donc, de cette intervention. À titre professionnel, je suis architecte praticienne et je partage mon temps en qualité aussi d'ingénieur en environnement. Donc j'ai les deux casquettes et j'ai une formation, j'ai pris 2 ans, 3 ans en fait de formation complète en ingénierie environnementale à l'école polytechnique de Lausanne. Voilà, donc on va essayer de faire synthétique pour un temps démocratique. Voilà. Donc, à l'école de Normandie, effectivement, j'interviens dans le Master DRAC. Avec Marc Bénard, j'ai beaucoup enseigné en collaboration. On a suivi beaucoup de projets en TPCAU, licence et master. Et actuellement, à l'ENSA Paris-Malaquais, j'assure les cours magistraux en architecture et écologie, dont le but est effectivement de proposer des fondamentaux. Donc le thème de cette participation est l'énergie grise. Ça a été évoqué à l'instant. Effectivement, dans le bâtiment ancien, on s'était aperçu que l'énergie d'exploitation était prédominante et à fur et à mesure que la réglementation s'acharne sur cette énergie d'exploitation, l'enjeu a basculé sur l'énergie grise. Donc l'énergie grise, assez rapidement, c'est effectivement de se réintéresser, de s'intéresser à l'énergie qui est engagée pour toute la fabrication de nos bâtiments, mais également son usage, la vie du bâtiment lorsque l'architecte a quitté le chantier jusqu'à sa démolition. Donc, à partir de ce principe, évidemment, réduire l'énergie grise, c'est se poser la question. C'est une question qui est posée à l'architecture, donc aux architectes de demain. Et pour les étudiants, à mon avis, réfléchir autour de l'énergie grise, ça peut devenir, en tout cas il le faudrait, une source d'inspiration architecturale, parce que évidemment ma posture est de dire que les sujets d'ingénierie environnementale, l'énergie, tout ça, ne sont pas des questions qui doivent être délaissées aux ingénieurs. Mais bien sûr, c'est les architectes qui doivent se poser la question. Voilà. On le fait à devoir, voilà, comme on a une symbiose d'enseignement. Donc, donc j'interviens depuis 6 ans dans le Master DRAC à la demande de Jean Bernard. Donc, je lui ai proposé de démarrer évidemment par un cours magistral qui rappelle à la fois les bases, la philosophie, les définitions. Et j'insiste beaucoup sur les unités. Aujourd'hui, les étudiants en architecture ont très peur des chiffres. Dès qu'il y a un chiffre, il n'y a plus personne. Donc, des unités, je leur demande au moins de comprendre les ordres de grandeur, pour pouvoir toujours avoir un dialogue avec les ingénieurs. On évoque bien sûr les enjeux, les stratégies. Donc l'enjeu autour de l'énergie grise, ça part bien de l'aménagement urbain, ce qui a été dit tout à l'heure, parce que souvent quand on parle, quand on réfléchit à l'énergie grise, on se dit bottes de paille, matériaux, etc. Non, ça part de l'aménagement urbain, c'est là où on a les plus grandes hémorragies énergétiques. Après, on aborde le bâtiment, donc un bâtiment qui peut, dans une idée qui peut être déconstruit demain, donc ça réinterroge la manière de construire. Et bien sûr, il y a les matériaux biosourcés, mais avec une question beaucoup plus large et intéressante sur le réemploi, c'est-à-dire un matériau
à faible énergie grise, c'est bien le matériau qui existe déjà, dont l'énergie a déjà été engagée pour sa fabrication. Donc à partir du moment où on le réemploie et qu'on fait durer sa durée de vie, là on a tout gagné. Et ça, c'est les grands enjeux du réemploi et de l'économie circulaire. Donc c'est le thème qu'abordera Marc tout à l'heure. Donc finalement, on tend vers une autre fabrication du projet d'architecture. Typiquement dans le Master DRAC, ce que je leur demande, puisqu'on est dans un cadre de réhabilitation, c'est à la fois une stratégie générale et bien sûr un bilan quantitatif. Donc dans le Master DRAC, ça a été présenté, je pense que ce matin, c'est effectivement des architectes et des ingénieurs qui travaillent en partenariat sur des projets de réhabilitation. Donc j'insiste beaucoup sur le fait que ce n'est pas les ingénieurs qui vont travailler exclusivement sur l'énergie grise, puisqu'il y a toute une stratégie de réflexion et de conception qui est à mener, et celle-ci, elle est à mener sans chiffres. Pourquoi ? Parce que de toute façon, quand je suis architecte et à partir de demain, je vais devoir rendre des comptes au niveau de l'énergie grise, je ne vais pas demander à mon ingénieur de calculer toutes mes esquisses. C'est impossible. Donc ça signifie que dès l'esquisse, ce que j'ai au bout du crayon, j'ai besoin de savoir si je suis à peu près dans la cible, sans avoir mes calculs. Et au moment où je rentre en conversation avec mon ingénieur, effectivement, il va pouvoir affiner quelques points. Donc dans la stratégie, je leur demande de réfléchir à la fois sur la démolition, les matériaux rentrants, le potentiel de mutation, et de quantifier bien sûr au final leur projet. La démolition, c'est assez intéressant parce que souvent le poste démolition, c'est finalement un poste qui coûte tant, il y a des mènes qui arrivent et puis je m'en préoccupe pas. Donc là, je leur demande à la fois d'identifier la nature des matériaux qu'ils vont devoir démolir pour leur projet. Donc qu'est-ce qu'ils vont avoir sur les bras ? Est-ce que ces matériaux-là, en intervenant sur le site, est-ce qu'ils peuvent déterminer si une déconstruction est possible ou est-ce que les matériaux en place, de toute façon, ont été conçus de manière à ce qu'on soit obligé de tout casser à la masse ou pas ? Une fois qu'ils ont collecté leur quantité, leur nature de matériaux, la question qui est posée, c'est est-ce qu'il y a une réutilisation possible ? Donc, quelle est la créativité autour de ce que je récupère ? Et in fine, bien sûr, l'enjeu, c'est d'évacuer le moins de matériaux possible. Et à partir du moment où ils doivent les évacuer, je leur demande où vont ces matériaux. Donc souvent, c'est vraiment le trou noir, parce qu'un matériau partant, part en camion, quoi. Donc tout ça, c'est une réflexion de base qui leur permet aussi de se dire qu'est-ce que va devenir mon projet demain. Enfin, toute la logique est un peu cyclique. Évidemment, en matériaux rentrants, j'aime bien ce petit schéma qui est issu d'un ouvrage créé par l'ICEB. Donc en termes de bibliographie sur l'énergie grise, je pense que c'est un document qui est très complet. Donc bien sûr, quand on travaille autour de l'énergie grise, il n'y a pas de matériau qui est exclu même si on sait que le métal, le béton évidemment, c'est pas les grands gagnants d'énergie grise, mais on réfléchit autour de la matière, c'est-à-dire que l'acier par exemple est très consommateur d'énergie à sa fabrication, mais rend des services intéressants en termes de portée, etc. Donc la réflexion à mener pourrait être, si je refais rentrer des matériaux qui sont très énergivores, j'espère qu'ils vont durer longtemps dans le projet. En gros, je ne vais pas mettre de la moquette en acier. Enfin, voilà. Donc si je ramène des éléments structurels, des escaliers, etc., ça peut être intéressant. Donc il y a toute une logique à mener autour du matériau que je rentre, sa qualité environnementale et sa durée de vie dans le temps. Évidemment, on a en parallèle les matériaux qui sont les plus vulnérables, typiquement ceux qui sont utilisés pour tous les aménagements intérieurs, où effectivement il y a du recyclage qui se produit très vite, donc on essaie de faire en sorte que ce ne soit pas là où on met le plus d'énergie grise. L'autre question qui est posée, c'est le potentiel de mutation, c'est-à-dire une fois qu'ils sont intervenus dans leur projet,
qu'est-ce qui va se passer lorsqu'un autre architecte va arriver. Donc cette année-là, c'était assez intéressant parce qu'ils travaillaient sur un logement qui était déjà très contraint avec énormément de murs porteurs. Donc ils avaient très peu de marge de manœuvre, donc ça leur a parlé, se dire est-ce que dans 20 ans, une autre réhabilitation, est-ce que je vais faciliter la tâche ou tout va devoir être démoli. Donc c'est cette question-là qu'il aurait posée, toujours pour l'intégrer dans la manière de concevoir, c'est-à-dire penser à demain. Même si bien évidemment, dans les potentiels de mutation, ce qu'on demande, c'est favoriser les assemblages plutôt que l'école, etc. Et comme ils ont des enjeux économiques à tenir, c'est pas toujours simple puisque c'est pas le même porte-monnaie. C'est-à-dire celui qui conçoit pour faciliter la vie de demain pour celui qui va démolir, c'est pas le même acteur économique. Et après, bien sûr, on arrive sur le bilan quantitatif. Donc, on se limite généralement à tout ce qui est structurel, enveloppe, bien sûr pas les composants de chauffage, etc. Donc, on définit le matériau. Ils travaillent sur la base INES, puisque c'est la base française. Je leur indique quelles sont les autres bases de données. Ils déterminent leur quantité, leurs unités. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est de passer du joule, puisque tout ce qui est énergie grise est quantifié en joule. Donc on le passe en kilowattheure par mètre carré par an, de manière à avoir des repères avec les énergies d'exploitation, enfin les unités d'énergie d'exploitation qu'on connaît mieux. Voilà. Donc, ça c'est des petits exemples de travaux que j'ai extraits des Master Brac. Donc, il y a des réflexions effectivement sur les matériaux, bien sûr, sur les assemblages de ces matériaux, leur stratégie à chaque fois, donc démolition, matériaux rentrants, pourquoi, quel est le devenir de leur aménagement, et après leur quantification. Donc généralement, la quantification tourne autour de 10 kW mètre carré par an. Donc je suis toujours contente de leur annoncer dans le cours magistral qu'intrinsèquement la réhabilitation est assez vertueuse, puisque bien sûr, un bâtiment neuf très vertueux en énergie grise aujourd'hui, c'est schématiquement 30 kWh, et eux, ils sont plutôt à 10 maximum. Voilà, donc c'est des sujets qu'on introduit depuis longtemps, enfin que ce soit l'énergie grise ou autre item intéressant dans l'environnement, qu'on explore à Paris-Malaquais, donc dans des projets non pas de réhabilitation, mais souvent des projets neufs. Ça, c'était un projet où on a accompagné des étudiants autour du concours Caribati qui s'intéressait justement au taux de CO2 dans les bâtiments. Donc on a eu un prix, je ne sais plus. Bon, bref, voilà. Les étudiants ont eu un prix. Oui, les étudiants ont eu un prix, voilà. Voilà, d'autres, c'était le projet de cette année. On a travaillé sur la Maison du Grand Paris, où les étudiants sont libres de fabriquer leur programme. Donc là, la question qui était posée, c'était un programme qui tournait autour d'une question sociétale. Ça, c'est une étudiante qui travaillait sur une maison pour des autistes adultes, puisqu'aujourd'hui, c'est une programmation qui n'existe pas. Donc, c'est des projets qui tournaient autour de la thématique de l'énergie grise. Donc, c'est des projets qui ont été quantifiés à la fois sur l'énergie d'exploitation et sur l'énergie grise de leur projet. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a eu autant de projets que d'étudiants différents. Il n'y a pas d'architecture normalisée, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'était un projet en bois. Ça, c'était une place démocratique. Donc, c'est des étudiants qui ont travaillé en métal, avec des poteaux en métal. Donc, évidemment, très compliqué en énergie grise. Donc, ils sont allés très loin sur le service rendu du métal, la perforation. Enfin, bon, ils ont travaillé autour de la matière. Et simplement, juste un petit mot, puisque j'avais enseigné également en CFA, dans un CFA il y a quelques années, j'avais abordé la question de l'énergie grise, mais complètement différemment, plutôt dans la fabrication de l'objet.
Le directeur du CFA nous avait contacté parce qu'on avait gagné un petit concours, une folie. Il voulait que ses étudiants puissent la construire. Donc j'avais dit ok, mais pas sans cours sur l'environnement. Hein. Donc on avait fait des cours magistraux et on avait construit à l'échelle 1 ce petit prototype avec des matériaux à faible énergie grise jusqu'au pieux battu en termes de fondation. Voilà, donc voilà pour ma partie. Effectivement, l'énergie grise questionne beaucoup la question du réemploi et de l'économie circulaire. Je suis enchaîné avec Peggy. Donc, bonjour, Marc Bénard, je suis architecte, j'ai une agence qui s'appelle Équateur. J'ai enseigné pendant 10 ans à Paris-Malaquais avec beaucoup d'enseignements de projet avec Peggy et je suis depuis cette année à Val-de-Seine. Comme Peggy, et je pense que c'est une position pédagogique très importante, on est à la fois enseignant de projets et enseignant sur d'autres modules pédagogiques. Moi j'ai assuré à Paris-Malaquais, je suis maintenant à Val-de-Seine, un cours d'architecture écologique, donc des cours en amphi sur 12 ou 13 séances pour former les étudiants soit en fin de licence, soit en master. De l'enseignement de projet qui est en licence et master, dont des PFE. Quand on parle de réhabilitation, pour l'avoir testé, c'est très difficile en licence, c'est plutôt des sujets de master, parce qu'il faut que les étudiants soient capables de mobiliser des éléments techniques, culturels et une première capacité de synthèse. Et puis des implications dans les séminaires de master, qui sont des séminaires d'initiation à la recherche. À Malaquais, sur un séminaire que pilote Robert Leroy sur l'écomatériaux, et à Val-de-Seine, sur un séminaire avec Sébastien Manès, plutôt sur les questions de patrimoine et d'enjeux environnementaux sur le patrimoine. En termes de cours, c'est une structuration que je vais apprendre ici. Quand on aborde les questions de réhabilitation, les 3 points qu'on articule d'un point de vue environnemental sont les questions de réhabilitation, de recyclage et de réemploi. C'est-à-dire une vision de ce stock de bâtiments qui est un stock de matière, qui est un stock d'énergie grise, et de quelles sont les stratégies pour les architectes pour intervenir dessus. Je mets de côté les questions thermiques, qui sont des points très similaires en fait, entre le neuf et la réhabilitation. C'est des catégories neuf réhabilitation qui aujourd'hui sont peut-être plus vraiment pertinentes. Si on fait des bâtiments durables, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre neuf et réhabilitation? C'est des choses, le neuf, c'est des choses qui se transforment, qui se transmettent, etc. etc. Je passe rapidement, on reviendra là-dessus peut-être. Donc sur la réhabilitation, on a beaucoup parlé toute la journée, je vais être rapide. Simplement l'idée, c'est de transmettre aux étudiants des marges de manœuvre qui sont potentiellement très importantes en termes de transformation. Donc pas forcément une vision strictement patrimoniale, mais une vision de transformation des bâtiments. L'ajuste visuel, qui est des choses qu'on leur montre, qui est le travail de Stefan Forster en Allemagne. À gauche, bâtiment existant, barre, béton préfa d'Allemagne de l'Est. À droite, transformation, amélioration énergétique, on enlève une trame sur 2, on fait des plots, donc des scénarios qui sont de transformation sans idée préconçue en fait, des bâtiments. C'est des solutions qu'on a très peu vues ou pas vues en France au moment où on a cassé des barres, mais qui sont des stratégies très économes en termes d'énergie grise. On enlève juste ce qu'il faut et on transforme le reste. Et un deuxième point qu'on aborde pour les étudiants, pour mémoire, qui est la question du recyclage, c'est-à-dire que les bâtiments sont des stocks de matière avec dedans des métaux, du verre, des granulats, donc plein de choses qu'on peut retransformer. Et donc c'est la vision des bâtiments et des villes comme les mines du futur. Quand on parle d'économie, d'écologie circulaire, c'est de boucler les cycles et donc de ne plus extraire de la matière dans la nature, mais d'utiliser les stocks de matière déjà présents. Et les évolutions qu'on voit aujourd'hui sur les pratiques de chantier, en haut c'est un chantier, une photo il y a 3-4 ans à Cergy-Pontoise, démolition, on casse tout, on a des sandwichs de matériaux dans tous les sens, et évidemment c'est impossible ensuite de tout trier. Et en bas c'est une photo un peu plus récente, qui sont des pratiques qu'on constate de plus en plus, qui est une séparation dès la déconstruction de l'essentiel des matériaux, et puis ça part vers des filières de recyclage. La question pour les architectes, c'est de faciliter cette fin de vie des bâtiments, c'est-à-dire d'avoir des choses qui puissent être dissociées en fin de vie et qui puissent repartir dans les cycles industriels. Et puis le sujet plus spécifique du réemploi, qui est sur lequel je vais un petit peu plus développer aujourd'hui, qui est un sujet sur lequel on essaie de rappeler aux étudiants
que c'est un grand continuum historique jusqu'aux années 50, au début des années 60. Les visuels du haut, Saint-Marc-de-Venise, l'architecture vénitienne est entièrement faite de matériaux importés. Il n'y a que du sable sur place. Saint-Marc-de-Venise, c'est du réemploi d'éléments nobles collectés dans tout le bassin méditerranéen, achetés ou pillés. Ce qui se fait au milieu, c'est une démolition d'une église au moment de la Révolution française, c'est-à-dire que jusqu'à la fin du 19e, quand on perce un bâtiment, en fait, on le démonte et on réemploie l'essentiel de la matière pour en faire autre chose. Et puis à droite, une photo de chantier de Notre-Dame de Ronchamp qui montre que Le Corbusier, comme quasiment tous les architectes de la reconstruction, va utiliser des débris de bâtiments démolis, quelle que soit la raison de la démolition d'ailleurs, pour les renvoyer, refaire des maçonneries. Donc la modernité, jusqu'aux années 60, a une pratique courante de ce genre de démarche. Et puis ça se perd dans les années 60 avec l'industrialisation du bâtiment, et aujourd'hui, cette culture-là a quasiment totalement disparu. On a quelques exemples que je montre en bas. En milieu, il y a un détail des bâtiments du musée Café Longchou à Mingo. À droite, un exemple de l'université d'Alabama, donc une chapelle faite avec des pare-brises, dans la lignée de tous les architectes américains qui font du réemploi avec des architectures alternatives. Et puis à gauche, un exemple en Allemagne de l'Est, d'une petite bibliothèque publique faite avec des panneaux démontés sur un supermarché, des panneaux d'aluminium. L'idée, c'est de transmettre aux étudiants des éléments de culture architecturale qui aujourd'hui manquent souvent, c'est-à-dire qu'on a l'architecture avant la modernité. Aujourd'hui, l'enseignement se concentre sur le XXe siècle dans les écoles d'architecture en termes d'histoire, et des éléments des contre-cultures ou des architectures alternatives qui sont également tronquées. Quelques enseignants comme Caroline Magnac ont travaillé beaucoup là-dessus, mais c'est des exceptions également dans l'enseignement, parce qu'on est sur des choses hors normes, qui sont parfois avec une étrangeté esthétique ou avec un positionnement politique très marqué et qui ne rentrent pas forcément dans la doxa de l'enseignement de l'architecture. En pratique, quelques exemples sur des studios de projet. Donc là, c'est des choses qu'on avait fait avec Peggy. Travail préparatoire sur un studio de projet où on demandait aux étudiants de concevoir un pavillon d'architecture éphémère pour une exposition universelle. Donc avec un enjeu de je construis pour 6 mois, qu'est-ce que je fais des matériaux, comment je les construis et comment j'évite de gaspiller, de mettre à la poubelle tous ces matériaux-là au bout de 6 mois. Et pour les sensibiliser à ces démarches-là, on était reparti sur ce qui s'est passé sur les expositions universelles parisiennes au XIXe siècle, où on a eu une pratique très fréquente du réemploi. Là, c'est un exemple donc vous reconnaissez peut-être à droite le MK2 qui est au bord du bassin de la Villette, qui est déjà une réhabilitation d'une structure métallique qui était en place, et cette structure métallique provient d'un des pavillons d'exposition, donc le palais d'industrie qui était sur le Champ de Mars sur l'expo de 1878. Donc un travail qu'on a fait en termes d'analyse historique et puis de quantification de matériaux d'énergie grise, avec toutes les clés que ça offre en termes de méthodes d'études historiques, en termes de quantification et de réimportation de ces méthodes-là vers la conception de bâtiments qui là étaient des bâtiments neufs. Un exemple de projet, je ne sais pas si c'est complètement lisible, mais une étudiante qui s'était positionnée pour faire un pavillon pour le Vanuatu sur le palais de Chaillot, avec une structure qui était entièrement préfabriquée à base d'échafaudage, presque entièrement démontable en fin d'exposition. Les composants non démontables étant des parements de matériaux biosourcés qui, eux, décompostables ou valorisables énergétiquement. Un travail qui est assez proche cette année à Val-de-Seine. On fait travailler nos groupes d'étudiants sur 2 grands sites de la PHP qui vont se fermer dans les prochaines années. L'hôpital de Bichat qu'on voit sur la photo et l'hôpital de Beaujon. Avec toute cette capacité qu'ont les étudiants, quand on les met dans des situations opérationnelles, à trouver des idées neuves qu'on n'aurait pas imaginées en fait les gestionnaires. Et les rendus qu'on leur fait sont toujours très stimulants, mais c'est souvent le cas quand on fait des projets de réhabilitation en situation opérationnelle. On ouvre en fait la vision des maîtres d'ouvrage. Et quelques étudiants qui, après sensibilisation sur les questions de l'emploi, se posent la question, notamment sur le site de Bichat, de comment on peut déconstruire ça, quel est le gisement de matière, qu'est-ce que je vais en faire comme architecte. Et donc là, l'étudiant qu'on voit à droite essaye de développer un projet de traitement des espaces publics et de tous les aménagements de sol et mobilier urbain des
partir de ce qu'il déconstruit sur le site, notamment les panneaux de béton préfabriqués de la tour qu'on voit à gauche, etc. etc. C'est des points qui sont difficiles parce que là, les sites sont énormes, donc la quantification va être fractionnée, mais on voit chez certains étudiants des envies qui apparaissent là-dessus. L'envie des étudiants, c'est toujours quelque chose de très important, c'est un moyen d'ouvrir la voie, et en termes de réemploi, dans le monde professionnel, c'est des choses qu'on a d'extrêmes difficultés à faire, entre les contraintes de maître d'ouvrage, les bureaux de contrôle, les bureaux d'études, les habitudes des entreprises. On a beaucoup de mal dans la pratique. Arriver à ce que les jeunes professionnels ou les futurs jeunes professionnels soient ouverts à ces questions-là et voient ce qu'ils peuvent en faire, ça permet de dire dans 5, dans 10 ans, dans 15 ans, il y a une pratique qui sera beaucoup plus normale et qui est préparée par ce biais-là. En termes de sensibilisation, c'est également de les emmener voir les travaux que font des pionniers. On est allé l'an dernier avec Peggy, avec un groupe d'étudiants à Bruxelles, voir le travail de Rotor et se faire présenter leur showroom et une explication de leur modèle économique. Donc avec à la fois le travail de valorisation architecturale, on voit bien sur leur présentation, ils étaient à la Biennale de Venise il y a 4 ans et demi. Donc comment je prends des objets dans les bâtiments et comment je les valorise d'un point de vue esthétique pour susciter l'envie de leur réemploi. Et également comment on a une vision économique qui est extrêmement pragmatique, qui est de se concentrer sur les éléments qu'on peut déconstruire avec une valeur ajoutée. Typiquement, vous avez des poignées de porte où le seul élément de la porte qui est la valeur, c'est la poignée, qui vaut 150 € sur le marché, mais que le démontage de la porte n'a aucun intérêt. Donc on y va à la scie, ils y vont à la scie, ils découpent la partie avec la porte, la partie avec la poignée, ils l'emmènent dans une caisse, et puis ils vendent le lot comme ça, pour limiter les questions de manutention, de stock, etc., donc une optimisation. C'est des acteurs qui, pour l'instant, ont un modèle économique qui ne marche pas encore. Ils essayent de regarder avec l'État actuellement, on en a également des étudiants à voir ça, comment on pouvait faire sur du remploi pour part d'habitat, avec la démonstration économique, c'est que ça coûte à peu près le même prix que de faire des objets neufs. Simplement, il y a des éléments de mémoire ou de matière historique des bâtiments qui sont conservés, des radiateurs, des éléments de mobilier, qui ont une valeur esthétique, une valeur mémorielle. En termes de séminaires de recherche, juste un exemple de travaux faits dans le séminaire avec Robert Leroy à Malaquais, qui donc a 3 semestres chaînés d'initiation à la recherche sur les écomatériaux et avec des étudiants qui chaque année s'intéressent aux questions de réemploi. Là, par exemple, un étudiant qui a travaillé avec Bellastock sur des démontages de voiles et de dalles en béton sur un immeuble en déconstruction astreint, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, quelles sont les méthodes, les quantifications, avec l'objectif de faire du mobilier extérieur, des abris de jardin, etc. Dans le site, c'est pas le site est ouvert, donc vous pouvez aller voir ces travaux-là facilement. En forme de conclusion, plusieurs questions que pose ces pratiques de l'enseignement de la réhabilitation, et puis quand on essaie de focaliser vers le réemploi. Le premier, c'est que ça permet de détecter des lacunes considérables, et je pense dans presque toutes les écoles, sur l'enseignement de la construction. On enseigne la construction essentiellement sous l'angle de la statique, donc des calculs de poutres, de poteaux, de fondements, etc. On voit des étudiants qui sont totalement démunis sur les questions de construction. Si on leur demande de travailler sur la réhabilitation, sur des pathologies, sur des quantifications, c'est autant de techniques pédagogiques pour leur faire observer de manière fine les existants, leur faire comprendre des phénomènes physiques, et donc combler finalement dans nos enseignements des lacunes dans l'enseignement global de construction dans les écoles. La deuxième lacune qui se révèle sur les questions de réhabilitation, c'est l'enseignement de l'histoire de l'architecture. On voit aujourd'hui la perte progressive d'un grand corpus homogène de l'enseignement de l'architecture, on va dire, qui était fait traditionnellement de l'Antiquité égyptienne à la modernité, c'est ce qu'a reçu notre génération, et qui aujourd'hui a tendance à se concentrer sur un enseignement de l'architecture du XXe siècle, la modernité, la postmodernité, remontant parfois jusqu'au milieu du XIXe, et pour le reste, c'est très peu traité ou très mal traité, ou traité de manière fragmentaire avec des regards spécialisés sur des segments. C'est extrêmement difficile d'enseigner la réhabilitation si les futurs architectes n'ont pas une compréhension des objets historiques sur lesquels ils travaillent et de leur valeur culturelle. Un des cribles essentiels quand on parle de
de réhabilitation ou de réemploi, c'est la valeur culturelle des objets. La quantification de l'énergie grise, il faut qu'elle soit croisée avec la qualité esthétique, par exemple, la qualité mémorielle, sinon on peut rien faire. Et puis le troisième point, sur les deux premiers points, en fait, on se rend compte que dans nos enseignements, on essaie de combler des lacunes de l'enseignement général dans nos écoles. Le troisième point, c'est la pertinence qu'on voit à ces sujets-là comme moyen de forcer la synthèse des étudiants sur les différents sujets. C'est de dire, vous êtes obligé, quand vous travaillez sur un bâtiment ancien, de faire une analyse qui est historique, de faire une analyse qui est environnementale, de faire de la quantification. Si vous faites de la quantification derrière, vous pouvez avoir éventuellement des approches économiques, ça dépend du temps disponible, mais ça ouvre la possibilité de ce genre de raisonnement. Donc ça, c'est un moyen de forcer la synthèse, et c'est plutôt des choses effectivement qu'on fait en fin de licence et en master. Le deuxième point, c'est d'arriver, et le réemploi à la suite d'un outil très puissant, c'est d'arriver à mobiliser de manière équilibrée les questions de rationalité. Donc je calcule, je justifie, je documente. Et quand on travaille sur des objets patrimoniaux, les questions historiques ou les questions environnementales sont des méthodes analogues. Elles ne sont pas tout à fait identiques. Il y a une question de méthode dans le projet qui est très importante. Et en même temps, c'est développer la créativité en disant j'ai un stock de portes, j'ai un stock de radiateurs, de garde-corps, de fenêtres, de bardage, de tout ce qu'on veut. Comment je peux réutiliser ça? Est-ce que je le remets dans un usage analogue? Est-ce que je le détourne? Qu'est-ce que je fabrique comme façade, comme ornement? Et là-dessus, quand on est souvent sur des éléments de seconde œuvre ou de décoration, c'est des choses qui permettent d'ouvrir beaucoup de potentiel pour nos étudiants. Donc cette synthèse entre créativité et rationalité qui est une des clés pour faire progresser les étudiants sur deux façons très différentes mais complémentaires d'aborder des projets. Voilà, merci. Bonjour, donc je m'appelle Frédéric Denis, je suis architecte WAV. Je ne suis pas enseignant en école d'archi, juste à l'IUT de génie civil construction durable WAV. Je vais vous parler de réemploi, une approche opérationnelle. Donc, construire le logement avec le réemploi, je ne vais pas parler que du logement d'ailleurs. Je commençais par une citation de Patrick Bouchin: le réemploi permet ce lien solidaire entre les hommes, car ce que nous réemployons est une matière ou un objet chargé de culture. Je vais insister plus particulièrement sur le lien solidaire, justement, que le réemploi implique. Je vais passer assez vite sur la définition du réemploi. Donc, il y a un recyclage qui conserve l'intégralité du composant dans le même usage, dans un autre usage. Le déchet est considéré comme une nouvelle ressource et comme un gisement de matière, et également, comme le dit Jean-Marc Huguin, une nouvelle catégorie de matériaux. Alors, les sources photos, je vais pas forcément les citer. La plupart sont extraits de matière grise, également de recherches sur Internet et quelques réalisations personnelles. Vous connaissez le petit graphique qui était tout à l'heure dans la présentation précédente sur déchets et ressources. Donc une nécessité, bien sûr, construire avec les matériaux de réemploi, donc quelque chose qu'une simple mode évidemment, une obligation, bien sûr, pour faire face à l'épuisement des ressources, disparition du zinc et du cuivre dans le siècle prochain. Sans zinc, on ne peut plus construire en acier. La surproduction de déchets, évidemment, 50 millions de tonnes par an. Et on a parlé d'énergie grise. Je crois qu'on peut dire que, vu le contexte actuel, la façon dont on construit et la façon dont on recycle, on peut considérer que le réemploi, en fait, est un remboursement en énergie grise. On peut parler d'énergie grise négative ou de négantropie, dans la mesure où ça réorganise quelque chose qui serait parti en fait en chaleur. Les avantages économiques, donc c'est pas uniquement évidemment construire moins cher, quoique il y a des conditions où il est possible de le faire. On abordera tout à l'heure la possibilité d'organiser des plateformes de réemploi en flux tendu qui permettent de réduire les coûts du réemploi. C'est surtout en termes sociaux un gisement d'emplois non délocalisables, puisque la déconstruction intelligente en vue du réemploi renforce en fait le besoin de main-d'œuvre. C'est moins d'achat et plus de main-d'œuvre.
Et c'est une nouvelle économie qui est un changement de paradigme, un petit peu comme toutes les économies collaboratives, les économies de la fonctionnalité, Blablacar, les échanges d'outils, etc. Et un rapport à la matière, justement, qui change également le regard qu'on a sur le déchet, qui ne doit plus en être un, mais considéré comme une nouvelle ressource. Le lien social et culturel, donc, moins de transport, plus de liens. C'est vrai qu'on va pas, c'est à l'inverse du modèle productiviste de l'extraction, du transport, de la transformation, du retransport, de l'assemblage, etc. C'est pas une commande sur catalogue. Il faut trouver la ressource localement pour baisser évidemment toujours la problématique de l'énergie grise. Ce qui implique une mise en relation beaucoup plus étroite entre les acteurs de la construction et les différents maîtres d'ouvrage ou propriétaires, bailleurs sociaux, etc. Une économie locale et collaborative. Je vais passer sur l'historique puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Juste rappeler que c'est vrai que ça a réémergé. Par contre, finalement, c'est une petite parenthèse, le fait de ne pas construire avec des matériaux de réemploi, ça date de l'après-guerre, que ça a toujours été fait avant, que ça a réémergé aux États-Unis avec les airships, mais qu'il y avait quand même, juste après-guerre, à l'époque des coopératives, l'expérience des castors qui existe toujours, hein, qui le réemploi, enfin l'autoconstruction avec pas mal de réemploi, donc ça n'avait pas tout à fait disparu. C'est vrai que c'est toujours en marche, soit sous un mode critique sociale aux États-Unis, soit un mode de coopérative en dehors du système, on va dire, productiviste consommateur. Donc la pratique est émergente en France. Par contre, les exemples les plus emblématiques, c'est quasiment que des bâtiments provisoires, éphémères. Donc la Villa Déchets à Nantes, qui a tenu 2 ans, je crois, enfin c'était pas son but non plus de durer, pavillon circulaire, ou le festival Bellastock qui a lieu chaque année, qui est toujours effectivement construire avec ce qu'on a sous la main, mais toujours dans un mode de recherche, un mode expérimental. Alors, c'est vrai qu'en France, on n'est pas aidé par la réglementation. On a une réglementation qui est assez particulière, très, très attachée aux normes. Le monde du bâtiment est également très, je ne vais pas dire réactionnaire, mais conservateur. Le problème d'assurabilité, donc, qui actuellement est obligé tant qu'il n'y a pas de cadre réglementaire, peut se traiter, mais uniquement au cas par cas. Les habitudes dans le bâtiment, j'ai parlé, et puis le coût de la déconstruction. Donc en fait, il faut agir sur tout ça à la fois pour arriver à faire émerger davantage le réemploi en le faisant sortir de l'expérimental et du marginal. Donc pour revenir à la démarche de réemploi telle qu'elle se fait, en fait, je veux dire quasiment partout, c'est vrai qu'il y a c'est un peu ce que Jean-Marc Huguin a écrit dans la poubelle et l'architecte, le glanage revient un petit peu à ce qui se faisait avant. On n'est plus des chasseurs-cueilleurs, mais il s'agit d'aller à la recherche de la matière, de l'accommodage, l'assemblage, toute une démarche qui se rattache un petit peu à l'architecture vernaculaire. En fait, c'est un retour à l'architecte proche de la matière, travaillant avec la matière, avec son potentiel et les assemblages, la façon de les assembler. Donc ce qui implique en France une certaine indiscipline, puisque c'est hors champ réglementaire. Donc la question, c'est la réplicabilité. Tant qu'on est dans l'expérimental, ça paraît difficile de la répliquer de façon à ce que ça devienne une pratique normale, puisque nécessairement c'est un objet de laisser une part d'improvisabilité dans les projets, puisqu'on ne connaît pas à l'avance forcément la ressource qu'on aura. On peut avoir l'idée effectivement de réutiliser des fenêtres parce que c'est sympa, mais qu'au moment où on en aura besoin, au moment du dépôt de permis de construire, par exemple, on ne sait pas exactement les fenêtres qu'on aura sur place. Donc il y a une évolutivité du projet. Et puis ça pose la question de
acceptabilité par les différents acteurs du bâtiment, notamment particulièrement les maîtres d'ouvrage, les futurs utilisateurs, les pouvoirs publics, mais également le bureau de contrôle et les entreprises également. Donc ce problème d'accès à la ressource, il est plus ou moins résolu dans les pays qui pratiquent beaucoup le réemploi, comme le Canada, la Belgique, qui n'ont pas la même réglementation. Aux États-Unis, il faut savoir que il y a des déductions fiscales pour le réemploi, et ça depuis très longtemps. Donc il y a effectivement Rotor qui a monté un modèle de plateforme de matériaux de réemploi en donnant envie aux architectes de le faire, aux maîtres d'ouvrage de le faire, mais on est sur un modèle commercial, économique, c'est-à-dire qu'il s'agit de collecter les matériaux réemployables, de les trier, de les stocker, de les référencer, de les revendre, ce qui rajoute à chaque fois un coût supplémentaire sur le réemploi, ce qui n'est pas pour, disons, permettre un développement plus large. Alors en France, effectivement, la réglementation fait que devient déchet tout objet dont le propriétaire a l'intention de s'en défaire. L'intention seule compte pour que ça soit considéré comme un déchet. Donc avant même la démolition, si le maître d'ouvrage n'a pas décidé d'extraire un composant pour en faire quelque chose dans un but bien précis, il est théoriquement considéré comme un déchet et sa seule filière, c'est la recyclerie pour être soit recyclé, soit valorisé, un terme pudique pour dire généralement brûlé. Et c'est sans retour. Donc comment faire autrement? Donc le seul moyen, enfin ce que font la plupart des gens qui pratiquent le réemploi, c'est qu'il faut bien contourner la loi et les règlements, mais sans se mettre en faute. Donc commencer par sauver déjà le composant du statut de déchet, pour lui trouver un emploi, donc un emploi facile pour les autoconstructeurs, c'est facile, justement, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent, ils sont chez eux, donc dès lors qu'ils ont un matériau, ils peuvent en faire ce qu'ils en veulent, donc ce qui est assez important d'ailleurs, parce que c'est les autoconstructeurs qui le plus souvent font évoluer les pratiques, ça, pour la paille par exemple, le torchis, tout ça c'est, au départ c'était bien des autoconstructeurs qui ont construit eux-mêmes, qui ont permis après, certains s'installer en entreprise, ils ont pu s'assembler entre eux, financer les études pour permettre de guide professionnel, par exemple de la paille, pour faire émerger la pratique. Donc l'autoconstruction est une pratique assez prolixe pour l'innovation. Ou trouver un usage non réglementé, là je parle dans un cadre réglementaire en tant qu'architecte, avec des maîtres d'ouvrage, etc., bureau de contrôle, un usage non réglementé. Donc là j'ai mis par exemple un exemple, là c'est Alsea, un bailleur social, qui va démolir un bâtiment où il y a 300 mètres de garde-corps en aluminium, donc il date d'il y a 30 ans, mais l'aluminium ça ne vieillit pas beaucoup finalement, donc on peut les réutiliser en les mettant à la verticale, fixés en façade. Là, c'est pas un usage, il n'y a pas de DTU qui se rapporte à ça, c'est juste pour faire grimper des plantes. Donc c'est un usage qui est permis, qui est possible. Sinon, la négociation avec le bureau de contrôle, plaider pour l'objet, pour le sauver, en distinguant l'esprit de la lettre. C'est vrai que les bureaux de contrôle sont un peu variables, certains s'en tiennent à la lettre, c'est le plus souvent, mais certains un petit peu plus accessibles vont être, on va dire, entendre la plaidoirie en se référant plutôt à l'esprit du règlement. Bien sûr, ça nécessite toujours l'appui du maître d'ouvrage. Ou alors, on attend avec impatience le permis de faire, donc la loi L4 dont j'ai reparlé à la prochaine diapo. D'autres usages non réglementés, notamment, enfin réglementés quand même par... là, il ne s'agit que d'usage en maçonnerie, empilage de petits éléments. Vous connaissez l'exemple en bas à gauche, en Chine. À droite, des plaques de placo qui sont juste empilées. Et puis au milieu, en dessous, c'est des tuiles, je ne sais pas si on voit, qui sont empilées. Bon, ça, en fait, c'est juste le respect du DTU 20.1 qui règle la verticalité. Dès lors, le bureau de contrôle n'a rien à dire. Dès lors qu'on emploie des matériaux qui permettent un empilage. Ou sans permission, je fais beaucoup de crèches, donc ça c'est des crèches, généralement je rénove des
crèches en réemployant toujours le maximum de choses. Et des choses qui valent très cher dans les crèches, c'est les vitrages. Il y a beaucoup de vitrages dans les maisons intérieures. Donc le vitrage, c'est des choses qui se déposent assez facilement pour être réemployées après sur le même chantier. Ou en bas à gauche, c'était une ancienne salle de sport où il y avait des casiers sportifs, également des espèces de, j'ai jamais su ce que c'était, des espèces de tambours en bois, donc on a réemployé pour faire des casiers vestiaires pour les enfants. Bon, tout ça, évidemment, ça demande aucune permission de la part du maître du haut contrôle. Dès lors qu'on est à plus de 16 mm en bois, on est à M3, ça passe. Sinon, les empilements également de plaques de placo ou de n'importe quel matériau avec lequel on peut sculpter. Alors la loi LCAP, donc c'est la loi créativité, architecture et patrimoine. Donc l'article 88, je vais vous le lire, je suis désolé, qu'à titre expérimental et pour une durée de 7 ans, les maîtres d'ouvrage publics et les organismes d'HLM peuvent déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents aux dites règles. On revient à l'esprit par rapport à la lettre. L'administration peut également autoriser les maîtres d'ouvrage privés à déroger aux mêmes règles applicables à leurs projets soumis à un permis de construire. Un décret en Conseil d'État fixe les règles qui peuvent faire l'objet de cette expérimentation, notamment en ce qui concerne les matériaux et leur emploi, ainsi que les résultats atteints qui s'y substituent. Donc l'article cite clairement les matériaux de réemploi. Bon, par contre, ça sera applicable. Donc la loi a été votée en juillet 2016. On attend toujours le décret d'application. Alors que la durée de 7 ans tourne. Elle tourne depuis juillet dernier, mais il n'y a pas le décret, donc on ne peut pas encore s'appuyer dessus et on ne sait pas encore exactement ce que ça a. Donc ça, c'est le permis de faire, qui n'est pas cité dans la loi, mais qui a été retraduit un peu par ce terme, permis de faire ou permis de faire autrement. Donc ce qui permettra justement, notamment aux bailleurs sociaux, de pouvoir faire des expérimentations de réemploi tout en étant dans un cadre réglementaire, à condition, dans le cadre du permis de construire, de faire un permis de faire. Ils sont également bien placés du fait de leur parc de logement et puis le volume de travaux qu'ils font, à la fois de déconstruction, de reconstruction, de rénovation. Donc, ce volume leur permet en fait de tester, de faire du réemploi en interne, en circuit fermé. Puisque un des freins en fait, au réemploi, c'est le changement de propriétaire, donc on dit la production du déchet. Le changement de propriété pose des problèmes. Il y a également le transport. Voilà. Donc le fait d'être en circuit fermé permet aux bailleurs sociaux d'être un peu, d'avoir un rôle assez déterminant dans l'émergence du réemploi. Mais au-delà de cette facilité qu'il pourrait avoir, pour développer plus largement le réemploi, il faudra organiser donc l'accès à la ressource. Qui passe sur un territoire, donc la ressource locale, parce que si on gagne une énergie grise en sauvant un matériau de recyclage, si c'est pour le transporter à 1000 km, on perd tout l'intérêt en termes d'énergie grise. Donc faire un inventaire local, caractériser les ressources et essayer d'organiser le flux tendu, donc de la dépose à la repose, sans passer par la phase tri, stockage, etc. Donc c'est l'objet c'est le but de la plateforme de matériaux de réemploi que je porte au Havre, dont le but est c'est réunir les acteurs qui ont envie de le faire. Ça c'est capital. Il ne faut pas obliger les gens qui n'ont pas envie de le faire à le faire. Donc là, réunir des maîtres d'ouvrage, notamment bailleurs sociaux, le comité de communes, l'hôpital du Havre, la gratuité, dans un cadre expérimental, de première expérience. Il ne s'agit pas de valoriser, de donner un prix aux choses, mais c'est un échange gratuit entre maîtres d'ouvrage, sans obligation de réciprocité. Donc du coup, le coût de la porte n'a plus beaucoup c'est plus un frein. On peut employer des choses qui, au final, ne valent rien. Elles valent par leur énergie grise qu'on va sauver justement de l'entropie. Le dématérialiser, ça doit fonctionner en flux tendu et localement. Donc les objectifs, c'est expérimenter localement la partie du réemploi, sortir de la marginalité, encadrer la pratique. Donc il s'agit de l'encadrer par des règles justement qu'on se donne, non pas une réglementation, mais des règles qu'on se sera librement données
pour permettre, par un effet bottom-up, d'inspirer en fait la future réglementation à venir, qui viendra forcément un jour ou l'autre, de dessus. Donc l'idée c'est que ce soit plutôt les acteurs du bâtiment qui se saisissent du problème pour l'inspirer. Et lever les freins réglementaires, économiques, pratiques et culturels dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc l'idée, c'est bien de mettre en réseau donc des chantiers donneurs et des chantiers preneurs, entre maîtres d'ouvrage et entreprises, architectes ayant envie de le faire, pour organiser la simultanéité. Bon, je vais passer rapidement, c'est un truc compliqué à organiser, mais c'est possible. En faisant l'inventaire de toutes les ressources qui vont être disponibles dans les prochaines années au Havre. L'hôpital va beaucoup démolir, également Alcéane, un bailleur social au Havre. Il s'agit que les architectes du premier cercle Permax, ensemble, fassent en fait l'inventaire de tout ce qui s'est fait, en s'inspirant de Bellastock, de la pratique qu'ils ont de la caractérisation des composants sur les chantiers de dépose. C'est d'ailleurs eux qui feraient la formation en fait, du premier cercle d'acteurs. Donc généralement on sait parfois plusieurs années à l'avance quand un bâtiment va être démoli, ce qui laisse le temps de faire l'inventaire de ce qui est possible de récupérer, que les architectes ensuite le considèrent comme une mine, un gisement de ressources qu'ils vont intégrer dans leur projet de neuf ou de réhabilitation de leur projet pour les maîtres d'ouvrage faisant partie de l'expérience, pour ensuite organiser en fait, le flux tendu. C'est la même entreprise qui dépose, qui transporte et qui repose, de façon à ce qu'il n'y ait pas de transfert de responsabilité. L'entreprise sait ce qu'elle va en faire à travers le projet de l'architecte, donc elle sait comment le démonter et elle sait comment le reposer. Pour in fine, évidemment, on ne va pas tout récupérer à la fin, le reste va en déchetterie à la date de démolition prévue par un démolisseur. Donc l'entreprise de démolition n'intervient pas du tout pendant le processus. Donc l'avantage, c'est effectivement d'identifier les chantiers de démolition assez tôt, c'est de trouver un débouché au maximum de matériaux, qu'on évite le statut de déchet, puisque le maître d'ouvrage n'a pas l'intention de se défaire des produits qui ont été prévus être reposés. Ça assure la traçabilité par le transfert de propriété entre les deux maîtres d'ouvrage, puisque l'idée c'est bien de switcher entre maîtres d'ouvrage avec une traçabilité. Abaisse le coût du moyen emploi au minimum de ce qui peut être, avec un seul transport, pas de conditionnement, ni tri, ni stockage. Donc après un retour sur l'expérience, puis un premier chantier avec la communauté de communes qui sera fait en 2017, l'idée c'est de répliquer ou d'améliorer évidemment le processus. Et un autre en fait, site d'expérimentation, le Hangar Zéro, que je participe à un projet dans le cadre de réinventer la Seine, c'est Ketso Noir, qui est un laboratoire de la transition, une pépinière d'économie circulaire avec des jardins en permaculture, etc., un bâtiment à énergie positive qui sera construit, réaménagé avec le maximum de réemploi, y compris la structure en bois qui est récupérée d'un gros chantier de démolition d'un dépôt de bus au Havre, qui permet de construire en fait, tous les niveaux de plancher nécessaires. Également des conteneurs, etc., de récupération. Donc ça, vis-à-vis des étudiants en architecture, et puis même des architectes en général, il y a bien sûr des nouvelles missions qui émergeront à travers cette pratique, qui en Belgique, ils peuvent s'appuyer sur un guide pratique du réemploi qui n'existe pas en France. Mais les nouvelles missions qu'explore Bellastock actuellement, c'est faire l'inventaire, être capable de caractériser, faire des expertises avant démolition, donc des expertises de réemploi, caractériser les différents composants qui peuvent être récupérés, et ensuite travailler à une conception avec le réemploi et pour le réemploi également. Ne pas oublier qu'à chaque construction avec des composants de réemploi, prévoir la future génération qui sera déposée pour réemployer. Donc ça pose beaucoup de questions en termes techniques,
c'est clairement une nouvelle façon d'exercer, un renouvellement de notre pratique qui nécessite sans doute plus de recherche, plus de concertation, d'où plus de liens également avec les différents acteurs, une bonne connaissance de la réglementation pour ne pas la subir, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut ne pas faire, une assez grande technicité pour justement travailler les assemblages, revenir un petit peu à la pratique de nos pères d'antan qui avaient une bonne connaissance des techniques d'assemblage à travers l'architecture vernaculaire et construire pour un réemploi ultérieur. Bon, mais c'est pas que la technique, je pense qu'il faut insister aussi sur l'enthousiasme et la créativité, puisque je crois que c'est un sujet assez porteur que les étudiants aiment beaucoup et que ça peut aussi nous inspirer beaucoup. Voilà. Merci. Magique. Bon, donc, voilà, Odile Massot, je viens de la recherche, je suis toujours chercheur, quand on l'est dans l'âme. Donc j'ai fait 30 ans de recherche sur le cancer et sur le sida pour finalement être directrice d'un centre de recherche sur les pathologies respiratoires pendant 10 ans. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'habitat, à la santé et l'impact donc de la qualité de l'air intérieur, hein, dans un premier temps, sur la santé des individus, des occupants, et plus spécifiquement ensuite sur tout ce qui peut concerner la santé dans le bâtiment, parce que c'est vrai qu'actuellement, on a une grande démarche sur la qualité de l'air intérieur, mais on oublie que la lumière, c'est vital, le bruit, etc. Aussi. J'interviens par saut de puce de 2 heures ou de 2 jours ou d'une semaine, ça dépend les écoles d'architecture ou les écoles d'ingénieurs. Mais bon, je fais le tour de France parce que quand j'ai quitté le centre, je me suis dit, il y a un moment dans sa vie, un chercheur, il a envie aussi de faire de la prévention. Et dans un esprit de citoyenneté évidente et de terrain, il me paraissait évident qu'il fallait communiquer le peu de mes connaissances et recevoir beaucoup aussi des architectes qui, puisque je pense qu'au départ, l'architecture, pour moi, c'est un métier d'humaniste, hein, puisque pour moi, c'est protéger les individus, construire pour protéger. Donc, je suis partie sur ma propre définition de la réhabilitation, donc réhabilitation et santé. C'est pour ça que, alors, il faut déjà Mac, merci. Hein, donc, la réhabilitation, c'est vrai que, on va dire que c'est donc redonner vie à une enveloppe, hein, en supposant qu'on reste vraiment dans la réhabilitation de façon sémantique, définition du dictionnaire, c'est-à-dire sans toucher dans un premier temps. Donc, effectivement, c'est proposer des espaces à vivre, hein, pour tous, dans ma conception, toujours pareil, ça n'engage que moi, mais je voudrais qu'on essaie de voir si on peut partager ces engagements. Bien sûr, il y a respecter les contraintes thermiques, hein, on est en plein dedans. C'est vrai qu'avec on a vu, il y a déjà dans les années 70, hein, tout ce qui était les chocs pétroliers, on avait le calfeutrage, hein, et maintenant, avec toutes les conséquences, les moisissures, dégradation du bâti, dégradation de la santé, et aujourd'hui on fait des maisons étanches, hein, des bâtiments étanches, donc on peut se poser la question, a priori sur l'étanchéité, sur la thermique, mais remettre l'individu au cœur du débat, hein, puisque il va falloir quand même que cet individu il puisse vivre. Il puisse vivre, donc anticiper les désordres sanitaires, c'est pour ça que le rôle est primordial, je pense, dans la construction ou la réhabilitation, parce que c'est pour mettre des humains, quelle que soit, je dirais, la finalité, si c'est du logement social ou si c'est des bureaux, ou simplement l'école d'architecture, j'aime bien à Rouen, là, réhabilitation, je trouve que c'est... Et trouver, bien sûr, le juste équilibre viable entre ce qui est donc les équilibres sanitaires et les équilibres thermiques, hein, parce que c'est le développement durable pour la planète, ok, mais au final, on dit développement durable pour les humains. Donc si en cours de route on les oublie, on va faire du développement durable. Pourquoi ? Pour la conception. Hein. Donc il y a un moment où il faut quand même, je crois, raccrocher les choses. Alors la santé, si moi je m'en tiens à la définition de l'OMS qui est de 1946, qui n'est pas nouvelle, mais c'est un état complet de bien-être, donc social, hein, physique d'abord, bien sûr, physique, mental, social, et pas simplement une absence de maladie. Et pour moi c'est primordial, parce qu'aujourd'hui, suivant le bâtiment, la réhabilitation du bâtiment, la conception
et les gens que vous allez mettre dedans, déjà là, il peut y avoir un conflit d'intérêts en ce qui concerne la vie et les individus. Parce que l'individu, il a un mental, il y a des conditions sociales qui vont être viables. Et c'est là que le challenge est important, parce qu'on parle de santé d'une façon générique, mais moi je parle d'un individu qui a sa propre santé parce qu'il a son propre vécu. Donc construire aujourd'hui, on va pouvoir mettre des réglementations, mais qui vont s'appliquer. C'est comme les dosages de cholestérol. On fait une moyenne, et puis on s'aperçoit qu'il y a des gens qui, pendant toute leur vie, ont eu du bon cholestérol et à qui on a demandé de prendre des comprimés parce qu'il fallait surtout retrouver le bon équilibre. Donc là, il faut, je pense, c'est un acte vraiment d'humanité. Moi, je persiste dans de l'architecture. Et donc, il faut remettre au cœur l'homme. Et la réglementation, comme disait il y a quelques fois, si on peut s'en passer, bon, on va quand même rester. Voilà. Mais en tout cas, la vie, c'est quoi? C'est la chronobiologie. L'homme est, en gros, on a des sécrétions d'hormones sur 24 heures. C'est un rythme circadien. Il faut que le soir, on s'endorme pour récupérer de la journée, mettre l'organisme de repos. Et le matin, si on a une activité diurne, il faut que le cortisol soit stimulé pour qu'on ait la pêche toute la journée et que le soir, ça redescende. Donc, c'est vraiment, c'est comme ça. Le rythme, les études qui ont été faites avec Michel Siffre dans des grottes ont montré que ce rythme existe. Il est autour de 24 heures. Et si on veut respecter la vie, il faut respecter, ne serait-ce par exemple, que la lumière, la luminosité sur 24 heures, parce que c'est ce qui va justement conditionner notre homéostasie, donc l'équilibre de toutes nos grandes fonctions qui font que nous sommes vivants, que nous maintenons vivants. Et vous voyez bien qu'il y a une diversité humaine et culturelle en plus qui va se rajouter, donc la complexité de construire, en restant dans des règles qui s'adressent à tous, on le voit bien, entre que l'on soit jeune individu plus âgé, personne ayant un handicap, on ne va pas s'adresser de la même façon, la santé n'a pas la même référence pour ces personnes-là. Donc, et en plus, bien sûr, l'emprise d'essence, la Madeleine de Proust, vous pouvez très bien construire de très beaux bâtiments, mais si les gens ne sont pas dans leur vécu, on ne les a pas apprivoisés, ou ils n'ont pas la conception que ce bâtiment est positif pour eux, vous pourrez faire ce que vous voulez, on n'arrivera à rien. Bon. Alors, d'une façon générale, puisque la santé, chacun a sa propre santé, donc faire des règles de santé pour tout le monde, moi, je sais pas, ça me paraît vraiment gigantesque. Donc, pour moi, la santé, l'idée, c'est, dans un premier temps, et c'est ce qui a été fait, c'est offrir une bonne qualité de l'air. Voilà. Alors bon, on l'a bien médiatisé, il y a un observatoire de la qualité de l'air, il y a beaucoup de programmes qui se font sur la qualité de l'air. De toute façon, bon, la qualité de l'air, il va falloir, c'est un peu ce qui est fait dans les divers sauts de puce que je fais dans les diverses facultés, c'est dire, attention, l'air intérieur c'est bien bon, mais à partir du moment où vous ouvrez la porte, ce qu'il y a dehors, ça rentre. Donc il va falloir jouer sur l'air extérieur, l'exposition, ça c'est pour le système de ventilation, les vents dominants, enfin bon, il y a tout l'extérieur, il y a le sol, il y a le radon, il y a des zones où, bon, on ne va pas faire de puits canadien dans des zones à radon, ça c'est clair, il ne vaut mieux pas d'ailleurs, même si c'est à titre expérimental, mais bon. Après, le choix des matériaux, alors matériaux biosourcés ou pas, les équipements et les systèmes, l'entretien et la maintenance vont avoir un rôle, et l'activité des occupants, que ce soit du bureau ou du privé, des logements sociaux, des maisons, etc. Donc, le choix des matériaux, j'y reviens vite. On a aujourd'hui, l'idée c'est de vous donner un petit peu des résumés de ma vie, et pour rester dans la réhabilitation. Mais on a aujourd'hui un étiquetage des matériaux. Si vous ne voulez pas avoir de problème, on prend des matériaux à plus. Sachant que, bon, l'étiquetage porte sur 10 composés organiques volatiles, sur des COV totaux, donc ce n'est pas la panacée non plus. Mais en même temps, c'est de bonnes indications si jamais il y a un label ou une nouvelle norme, une nouvelle référence qui dit maintenant vous allez livrer des bâtiments à plus. Ça sera sûrement par rapport au formaldéhyde, parce que c'était dans l'air du temps il y a quelques années. Il y a eu un avis du Haut Comité de Santé Publique qui disait peut-être on va demander de classifier les bâtiments neufs. Là c'était du neuf, mais en mettant une étiquette A+. Le problème, c'est si vous mettez un matériau A+ au sol, un matériau A+ au mur et au plafond,
Le cumul des trois, si vous avez du formaldéhyde, est-ce que ça va faire une ambiance à plus, hein? Donc la vigilance. Donc aujourd'hui, on prend des matériaux à plus. La brique, elle est à plus tout de suite. Hein. On n'émet pas de COV, donc voilà. Mais au niveau des matériaux biosourcés, on peut regarder un petit peu ça. Mais les matériaux, voilà, l'idée, c'est le choix des matériaux, c'est pas simplement l'étiquetage. L'étiquetage a du bon. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on dit, hop, je fais une maison saine où je réhabilite sainement en mettant des matériaux à plus. Mais il n'y a pas que ça. Un matériau, donc si on garde la structure en réhabilitation, si on garde mon David là, je fais une isolation par l'intérieur. Quel que soit le matériau utilisé. Si j'utilise des laines minérales ou des laines de roche, c'est pas cancérogène, elles sont classées en France, non labellisées. Mais il va y avoir des poussières de verre. Ça va, si les gens les respirent, ça va aller. C'est de l'irritation mécanique. Hein, elles n'ont pas le caractère R40 irritatif, mais c'est de l'irritation mécanique, des coupures. Donc ce qui veut dire qu'en fin de chantier, même si ça paraît propre, il faut bien nettoyer. Moi j'ai eu le cas d'une personne, après un chantier, où on changeait de la laine de verre pour de la laine de roche, qui faisait des entrées aux urgences à l'hôpital régulièrement. Le pneumologue ne pouvait que constater que cette dame étouffait, hein, et jusqu'à ce qu'on sache qu'en analysant ces poussières, qu'elle avait des restes donc de fibres, voilà, un truc bête, hein, mais voilà, ça arrive. Sur les matériaux, bien sûr, il faut connaître leur résistance, notamment à l'humidité. Ça peut être intéressant, dans la mesure où ces matériaux, s'il y a un dégât des eaux, s'il y a des ponts thermiques, hein, les moisissures vont pouvoir se développer. On sait aujourd'hui que les moisissures peuvent augmenter de 2 à 3 fois la fréquence des crises d'asthme. Or, si la personne est asthmatique, il y a des asthmes de divers stades, mais il y a des asthmes graves, on peut mourir d'une crise d'asthme. Or, aujourd'hui, une personne sur 3, je dirais au niveau européen, a des problèmes respiratoires, asthme et allergie confondus. Donc aujourd'hui, vous construisez en moyenne, et chez les enfants, hein, au niveau européen, c'est 30% des enfants qui ont des problèmes respiratoires. Donc il faut le prendre en compte, parce que derrière, on a bien médiatisé la qualité de l'air, mais aussi, moi tous les jours, j'ai des appels pour vous dire qui est responsable. Donc là, il vaut mieux anticiper. Donc, alors par exemple, en réhabilitation, si on utilise des matériaux biosourcés, si c'est en isolant, même à l'intérieur, bon, si on arrive à bien nettoyer en fin de chantier, à mettre des parois de placo éventuellement, hein, on va dire, ou de bois, il n'y a pas à y avoir de contact direct avec l'air intérieur. Il peut très bien ne pas y avoir de contact direct. Hein. Donc, par contre, si, suivant le type de matériau, si on utilise par exemple de la boîte de cellulose, si on un dégât des eaux, hein, la boîte de cellulose, les antifongiques et les retardateurs de flamme qu'on utilise aujourd'hui, ce sont des sels de bore qui sont solubles dans l'eau. Hein. À partir du moment où il y a un dégât des eaux, j'ai eu le cas hein, sur un chantier à Nantes, où il y a eu un dégât des eaux, revêtement de sol non émissif mais dessous boîte de cellulose. Au bout d'une semaine, bon, le gamin qui était allergique est parti aux urgences, et moi on m'envoyait les prélèvements. C'était des moisissures et des acariens à profusion. Résultat, c'était un chantier pré-bat, il a fallu prendre la décision d'enlever ce parquet non émissif et de mettre du carrelage. Parce que là, il n'y avait pas de solution. Une fois que les sels de bore sont fondus, en plus les sels de bore sont des reprotoxiques, et depuis le 29 avril 2009, hein, le 25 avril 2009, on ne devrait plus les utiliser. Mais bon, pour l'instant, il y a eu des problèmes avec le remplacement de ces sels de bore. Là aussi, des émissions d'amines tertiaires, il a fallu. On autorise encore les sels de bore, mais sachez bien que tout ce qui est matériaux, et là vous avez la QC, vous avez plein d'agences qui font justement des petits fascicules très bien sur tout ce qui est matériaux biosourcés et antifongiques, justement solubles ou pas, hein, parce que si un dégât des eaux, un pont thermique, surtout quand on fait de l'isolation par l'intérieur, hein, les ponts thermiques, on en voit tous les jours, hein, je peux dire. En tout cas, bien sûr, les matériaux, il va falloir aussi la gestion sur le chantier. Hein, dans la région de Nantes, j'ai un cabinet d'architecte qui me disait que, qui fait de la construction bois, il me dit maintenant je mets carrément des grues avec une bâche, hein, parce que dès qu'il pleut,
Si les laines de verre ou les laines minérales ne sont pas protégées, il y a toujours une phase cartonnée. Si les watts de cellulose ne sont pas protégés, on se retrouve à mettre des matériaux qui sont déjà humides, qui sont déjà dégradés, et on met carrément des moisissures à l'intérieur de l'habitat. Donc il y a des précautions qui peuvent se prendre au niveau du chantier. Les systèmes aéroliques vont avoir un rôle prépondérant, parce que si on veut bien respirer, d'une façon générale, c'est sûr qu'on fait des maisons étanches, des bâtiments étanches, c'est la réglementation thermique qui le veut, mais justement, il faut renouveler l'air. La problématique, et on le voit sur plusieurs, sur les chantiers, c'est que la ventilation, le renouvellement d'air, c'est le point énergivore. On se retrouve en moyenne à 35% des déperditions énergétiques qui sont dues justement à l'utilisation de tel ou tel système de ventilation. Et encore, la réglementation, c'est pour ça qu'elle ne change sûrement pas, je ne sais pas, je vous transmets ça, c'est une interrogation. Depuis 1985, on n'a pas forcément augmenté les débits. On les a plutôt diminués. Et en plus, ils sont inversement proportionnels à la réalité humaine. C'est-à-dire que normalement, un enfant, plus il est petit, paradoxalement, pendant un même temps, l'enfant peut respirer 2 fois plus d'air qu'un adulte. Parce qu'il hyperventile plus vite. Donc, dans une ambiance polluée, l'enfant va se polluer 2 fois plus que l'adulte. D'accord ? Or, si on regarde notre réglementation qui est de 85, dans les lycées, la réglementation, c'est 18 mètres cubes par heure par personne, par occupant, mais dans les petites classes, c'est 15 mètres cubes par heure par personne. Donc, c'est inversement proportionnel, et le code du travail, pour les adultes, c'est 25 mètres cubes par heure. Donc, on pourrait au moins donner à tout le monde les 25 mètres cubes par heure par personne, sachant que la SRAE va jusqu'à 34 mètres ou 56 mètres cubes aux États-Unis. En tout cas, les systèmes aéroliques, il faut respecter les débits. Moi, je travaille beaucoup j'ai travaillé sur pas mal de chantiers, bâtiments malsains, aussi bien dans du neuf. C'est-à-dire, les gens prennent des bâtiments neufs et au bout de 2 mois, ils sont évacués parce qu'ils ont tous 4 minutes. Moi aussi. Ils ont tous 4 minutes. Et donc, en fait, il faut les évacuer parce qu'ils ont des problèmes de santé, mais graves, notamment respiratoires. Donc, que ce soit en réhabilitation ou dans du neuf. Et chaque fois, j'en ai fait 4, chaque fois, ça a été des déséquilibres au niveau du renouvellement d'air, des débits de renouvellement d'air. Alors, ce qui est clair, c'est que c'est pas parce qu'on met 3 fois plus d'air qu'on va renouveler l'air. Au contraire, l'air, c'est du fluide. Si vous mettez 3 fois plus de volume à un endroit, vous écrasez les polluants au sol, ils mettront plus de temps, je le dis parce que ils mettront plus de temps à s'évacuer. Si par contre, vous extrayez 3 fois plus d'air, et j'ai eu le cas là, en réhabilitation, dans un bâtiment en tuffeau, où dessous il y avait eu une fuite d'eau, justement, il n'y avait pas assez, le débit d'extraction était 3 fois supérieur, l'eau remontait dans le tuffeau, et tout le bâtiment qui était neuf était, au bout d'un mois, invivable, et puis en plus, il y avait des personnes allergiques dedans, et on recevait des personnes déjà qui avaient des problèmes respiratoires. En tout cas, le système aérolique, il faut aussi, ça c'est ce que j'ai trouvé ça derrière une armoire, dans un bâtiment neuf. Donc les débits étaient respectés, donc je ne sais pas qui avait mesuré. Bien sûr, la gestion, l'entretien, et sur les chantiers, par exemple, tout ce qui est gaine aérolique, il faut les encapuchonner. On évite déjà l'empoussièrement, déjà la prolifération de moisissures à l'intérieur notamment, et d'autres même de légionelles. Alors, la communication avec les occupants est importante aussi, parce qu'une fois que vous avez bien géré le bâtiment, l'étanchéité, le renouvellement, etc., si à l'intérieur, on rajoute n'importe quel produit d'entretien, mais aussi bien pour le collectif que l'individuel, on va se polluer. Ce genre de choses, ça, je l'ai pris, vous voyez, là, je vous l'ai mis comme photo, mais ça, c'est une salle d'urgence. Donc, c'est une salle d'urgence, donc on attend pendant 4 heures, donc je ne savais pas quoi faire, j'ai pris des photos. Donc, il y avait des gens qui crachaient à côté, je ne sais pas quelle pathologie il avait, moi j'avais juste une entorse, je m'en suis bien sorti, mais j'aurais pu sortir avec une maladie nosocomiale, voilà. Et si vous regardez les salles d'attente des médecins, regardez, je pense que c'est bien, la ventilation nourrit-elle le médecin? En tout cas, ça, l'entretien, gestion et entretien, on avait eu le cas en réhabilitation au tout début que j'intervenais au DRAC, on avait visité un petit immeuble où d'un côté le syndic avait obligé les gens, j'avais trouvé ça fabuleux, à nettoyer les bouches d'insufflation d'air et d'extraction d'air,
Et justement, il y avait des contrôles. Je ne sais pas si tu te souviens, Jean-Bernard. Et c'était fabuleux parce que le bâtiment était divisé en deux. Il y avait deux syndics différents. Et il y avait deux problèmes de pathologie. Alors que c'était le même type de personnes qui habitaient. Et c'était très intéressant de voir que simplement une gestion aussi, donc communiquer avec les personnes. Et aussi expliquer aux personnes que quand on fait des bâtiments avec du double flux et que si, notamment dans les bureaux, hein, si on n'a pas accès à l'ouverture des fenêtres, c'est pas la peine de chercher le burin, quoi. Parce que c'est ce qui est fait. Parce que le fait que la personne se sente oppressée dans son propre bureau, elle va essayer d'ouvrir, je l'ai vu plusieurs fois, elle ouvre, elle arrive à ouvrir sa fenêtre, hein, mais en fait, elle perturbe tous les flux. Et donc, elle refoule, je dirais, à la limite, les polluants chez le voisin. Mais enfin, bon. Mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, et bien sûr, les occupants qui surveillent, qui regardent. Hein. Moi, c'est un architecte qui m'avait dit j'ai des problèmes de santé. Bon, là, c'était des manifestations sur la peau, donc c'était assez impressionnant. Et quand il a enlevé la tapisserie, bon, il avait des moisissures de ce type-là. Bon. Donc on va aller vite. Bon, une fois qu'on a rendu l'image avant c'était donc les poumons hein, à notre architecture, on va lui rendre, j'ai fini. On va lui rendre sa tête, c'est-à-dire on va essayer au niveau donc des sens hein, de jouer, d'essayer d'apporter le mieux pour tous. Donc c'est délicat parce que je vous dis on est tous différents. Mais en tout cas donc on va jouer sur l'éclairage, ce qui est important pour la chronobiologie. L'acoustique qui est importante pour le repos complet du corps, on ne s'habitue pas au bruit. Hein. Le bruit, à partir de certains décibels, introduit la notion de stress. Et le stress, c'est pas simplement une vision moderne des choses, ça a une signification physiologique, ça maintient l'organisme dans un état de veille, donc de non-repos, et donc de stimulation nerveuse, avec ce que ça peut importer au niveau de la pathologie générale. Bon, simplement, c'est pour vous rappeler la chronobiologie, donc la prise d'essence sur la santé. Je vais aller vite. La lumière, c'est important, c'est la lumière jour, hein, ça c'est important. Hein. Sinon, on irait tous en Islande et on déprime et on se suicide 2 fois plus. Donc, il y a l'apprentissage. Hein. L'apprentissage, la mémorisation, c'est essentiel. La lumière. Attention, vigilance, donc je le dis quand même parce qu'avec les LED, on va à la catastrophe sanitaire, si on continue comme ça, les LED, le pourcentage de lumière bleue, il y a des nouvelles générations de lumière LED, mais c'est la DMLA, hein, par anticipation, on a déjà des cas de DMLA chez les enfants, si vous avez des enfants avec des écrans, dégénérescence maculaire, c'est les cellules de la rétine qui sont impactées par cette lumière bleue, la lumière du soleil aussi, hein. La lumière du soleil, la lumière froide, à midi, c'est pour ça qu'on dit au soleil, on ne regarde jamais le soleil en face, on met des lunettes. Hein. Le verre, simplement, permet de couper cette lumière bleue. Donc c'est important parce que ça fait stimuler une sécrétion de protéines et ça fait un décollement de rétine. Donc on perd d'abord la vision centrale et puis la vision périphérique. Et c'est un problème sanitaire émergent avec tous les écrans, hein, de grâce les enfants, même les téléphones, que s'il y a des LED, voilà. Et on va voir la LiFi, donc la LiFi, hein, c'est maintenant la Wi-Fi, on ne sait déjà pas ce que ça donne les champs électromagnétiques, mais on va voir la LiFi, qui est de la lumière bleue, de la lumière LED, et la lumière bleue, en plus, ça entraîne la sécrétion de cortisol, donc de dynamisme. Moi j'ai été élevé à la lumière bleue dans le sud, hein, donc, parce que je vois venir, là, je les vois qui sourient, et de se dire, elle doit avoir de la lumière bleue. Non, mais c'est vraiment important, parce que c'est un des prochains scandales sanitaires. Bien sûr, avec les nanoparticules, parce que comme tout le monde le sait, ça va être aussi un scandale sanitaire. Bon, le bruit, je passe vite. Simplement pour finir, donc, réhabilitation ou rénovation, hein, je veux dire, à la limite, chacun son choix. Hein, bon, ça, j'ai pris ça dans Ouest France. Mais d'une façon, c'est vraiment un challenge pour demain, pour réanimer le bâtiment, en gardant donc l'homme au centre du débat. Hein, donc voilà. En vous laissant mon propre penseur, je vous remercie de votre attention. Il nous reste un quart d'heure, peut-être 20 minutes. Si vous avez des questions, je pense que c'est le moment pour les différents intervenants de l'après-midi. Je ne sais pas comment faire. Oui, je demande aussi s'il y a de la place pour les intervenants de l'après-midi. Là, là. Ah, d'accord.
Ah bah si, si. Voilà. Ah oui, il y en avait encore un. Merci. Pascal Filâtre, architecte du patrimoine, enseignant à l'école d'architecture de Nantes avec le Miguel. On dirige un enseignement sur le patrimoine. Et la question que je pose, c'est le rapport aux industriels, aux matériaux prêts à l'emploi, parce que maintenant on est bombardé par Bâti Actu de publicité en tout genre sur les matériaux des industriels qu'on nous demande d'utiliser. Et on a reçu il n'y a pas longtemps une publicité d'ITE avec un exemple d'un bâtiment des années 50 en béton, genre Perret, entièrement transformé à Versailles, près du château, et transformé en bâtiment du XVIIIe siècle. Avec la bénédiction de l'ABF, du maire de Versailles, qui est l'ancien directeur de Chaillot, de la cité de Chaillot, et donc c'est les industriels maintenant qui s'engouffrent là-dedans. C'est une grande société allemande connue, l'Isolant, qui est derrière ça. Et comme maintenant il va y avoir l'obligation de la réhabilitation énergétique sur tous les bâtiments du XXe siècle, qu'est-ce qui va devenir du Havre de Perret dans quelques années si c'est transformé en Néo-Versailles sur la Manche? Voilà. Donc il y a cette question-là globale, c'est-à-dire c'est la qualité architecturale, la modèle nature des façades, etc. Et puis plus globalement, la pérennité de ces systèmes d'isolants qui sont à base de produits pétroliers, qui au bout de 10 ans perdent une grande partie de leur efficacité. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre, mais enfin non, c'est... Je peux répondre partiellement au moins. Le cas de Versailles, c'est un cas particulier, parce que je crois que c'est essentiellement un choix esthétique qui a conduit à massacrer le bâtiment. Mais si on dézoome sur les questions d'isolation thermique, je parlais de culture tout à l'heure, il y a une très grande méconnaissance de l'architecture antérieure à la première réglementation thermique en 1975 en France. Les bâtiments en béton préfa des générations précédentes ont souvent des isolants intégrés dans les panneaux préfa. Les générations de bâtiments type Perret ou Neger, on a souvent des lames d'air, des briques alvéolaires, donc des traitements de la paroi froide et des isolations rudimentaires. Et nous, pour l'avoir pratiqué à l'agence, c'est des bâtiments qui ici sont bien étudiés en travaillant sur les systèmes et les vitrages, ne nécessitent pas de complément d'isolation thermique intérieure ou extérieure. C'est des réglages fins, mais une bonne connaissance historique et technique permet de faire avec beaucoup moins d'énergie grise, pas d'altération, très peu d'altération patrimoniale. Touche aux fenêtres, c'est déjà une altération patrimoniale, mais elles ont souvent déjà été massacrées, donc c'est ça. Mais donc il y a des enjeux sur le patrimoine, d'une très bonne compréhension de ce qui s'est fait dans ces périodes-là. Et on voit, nous, nos bureaux d'études ont une connaissance instantanée du bâtiment, et ils ne savent pas vraiment ce qui s'est fait avant les années 80 en général. Donc, sur la pérennité des systèmes d'isolation thermique, les Allemands font ça depuis le début des années 80. Il y en a en France depuis cette période-là, et on est parfois surpris quand on les découvre sur des bâtiments parce qu'il n'y a pas d'indice de pathologie. Un bâtiment qui est bien construit, un isolant thermique bien mis en œuvre avec son bardage, son enduit, ça tient une cinquantaine d'années. Donc il y a une perte progressive de la performance une légère perte de performance d'isolation. Et c'est comme tous les bâtiments, si la façade est bien construite, elle dure. Nous, on a été surpris sur des bâtiments des années 70, fin des années 70 ou début des années 80, de découvrir des ITE, alors qu'on se disait, c'est un machin en béton enduit, isolé par l'intérieur. Et puis on tape sur le mur à l'intérieur, ça sonne plein. Et puis on tape sur le mur à l'extérieur, dans une cour d'école, et ça sonne plein. Et le machin n'a pas bougé. Donc enduit sur isolant, début années 80, puis de Vincennes, par exemple. Donc c'est vraiment des questions là de qualité de mise en œuvre. Après, il y a la question justement du grand chantier national qui est lancé de la réalisation de millions de logements. C'est-à-dire quelle sera la place des architectes, comment pourrons-nous défendre une qualité architecturale avant et après. C'est-à-dire que je pense que justement les écoles c'est un lieu de formation des futurs architectes, mais comment peut-on aborder ça? C'est-à-dire que quelle aide on peut avoir pour trouver des réponses dans le cadre du PUCA peut-être, mais je pense que comme il va y avoir des injonctions de réaliser des travaux, là les bâtiments en pierre ont été protégés, ils ont failli être
subir l'obligation de l'isolation par l'extérieur. Hein. Moi, je reviens sur les ravalements d'immeubles en pierre à Nantes, des syndics qui s'alarmaient, des propriétaires. On va être obligé d'isoler par l'extérieur. Qu'est-ce que vous nous proposez? Je dis, ben non, le patrimoine en pierre y échappe. Et c'est un non-sens de vouloir isoler et à terme de vouloir détruire les maçonneries de pierre, parce que c'est pas fait pour ça. Et d'isoler par l'extérieur. Et du coup, bon, voilà, pour le béton, les maçonneries plus récentes, qu'est-ce qui va se faire? Je pense que quand les hommes politiques sont très, très optimistes en disant on va réhabiliter des millions de logements, on aura la réponse à beaucoup de choses, je pense que beaucoup de questions seront évacuées. Voilà. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont des suggestions, mais je pense que la question souvent de la santé doit se reposer d'une manière ou d'une autre. Ah ben oui, je pense que la problématique que l'on a de toute façon, je disais, avec ces bâtiments étanches, donc c'est les moisissures. Pardon. Donc c'est vraiment un problème de santé, hein, les moisissures, on le voit de plus en plus. Mais en même temps, il y en a dans la nature. Hein. Donc si on rétablit le bon équilibre intérieur-extérieur, je dirais, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas non plus focaliser sur les moisissures, parce que oui. Il n'y a pas des troubles psychologiques aussi avec le fait de ces aquariums? Je veux dire. Ah bien sûr, oui, oui. Bah, je discutais dernièrement avec une personne qui est à la Défense, qui a des bureaux, qui travaille à la Défense, et qui me disait, depuis qu'elle est dans ce bureau au 15e étage, elle est obligée de descendre toutes les heures parce qu'elle étouffe. Alors que, bon, les débits d'air sont corrects, c'est une sensation. C'est pour ça que je dis, c'est individuel. Hein. Après la sensation, la mémorisation de notre vécu, la sensation d'étouffement, c'est pour ça que c'est délicat. Hein. Mais moi je pense que la réhabilitation, par exemple, moi ça m'intéresse beaucoup parce que je veux redonner vie, justement, comme je dis, animer des corps inertes, quoi. C'est un gros challenge, mais en même temps, c'est compliqué. C'est compliqué parce que aussi les matériaux, sur des matériaux que l'on met à l'intérieur, on met des problèmes à l'intérieur. Hein. Alors il est vrai que bon, tout ce qui est les grands, tout ce qui est les isolants, par exemple, les fibres de verre, tout ça, ils ont calculé. Hein. Bon, les émissions à l'intérieur de l'habitat, on demande un étiquetage sur le formaldéhyde, 10 microgrammes par mètre cube d'air. Maintenant, tous les grands, au moins, ils sont les PVDC, c'est à 6-7, on est loin. Mais par contre, on peut se poser la question du bois. Hein, parce que le bois, qu'est-ce que c'est le bois? C'est des terpènes, c'est des aldehydes et c'est des COV. Hein. Donc, si on veut vraiment, je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas dit encore, il va y avoir l'obligation de fournir des logements ou des bâtiments A+, parce que sinon le bois ne passe pas. Or, avec la loi Borloo, on a 20% des constructions neuves qui doivent être en bois. Les premiers tests, les premières mesures qu'on a faites sur de l'habitat privé, mais en bois, on était à des émissions phénoménales de COV. Donc, mais en même temps, quand on dit COV, quand on dit ces émissions, si on va plus loin, le bois brut, on n'a jamais eu de problème sanitaire avec le bois brut. Hein. Comme si ancestralement, on était tous tranquilles avec le bois. Hein. On est né dans le bois et on continue à vivre avec ça. Hein. Non, mais je pense qu'il y a aussi ça, parce que quand on parle de COV, le bois c'est des COV. Hein. Alors bon, on met l'étiquetage sur des COV, pourquoi? On peut se poser la question. Hein. Dans le bois, j'ai entendu dire que notamment il fallait, pour qu'il soit sain, en tout cas, qu'il puisse intervenir dans la construction, en tant qu'élément de construction, il fallait qu'il vieillisse. Enfin, voilà. Et qu'on le faisait vieillir dans des étuves, et qu'en termes d'énergie grise, ça posait de sérieux problèmes aussi. Oui, parce que les bois non traités, ils sont autoclavés. Enfin, voilà. Ils sont autoclavés. Alors maintenant, il y a aussi des traitements. Vous avez sur le site de l'INRS, vous avez justement tous les traitements du bois. Ça, c'est bien fait. Vous avez le FCBA qui a fait des documents aussi sur Bordeaux, je crois, le traitement du bois. Vous avez des indications. Donc, il y a des traitements. Par contre, il y a des bois qu'on traite avec de l'huile. Hein. Il y a des bois avec procédé qui a été mis au point. C'est à partir de,
je ne vais pas dire, de l'huile de colza aussi, c'est un procédé qui est l'ESAM, ça s'appelle. Avant, c'était utilisé, c'était pas en ossature, c'était pas utilisé en ossature parce qu'il y avait encore des problèmes avec l'humidité. Alors maintenant, ça fonctionne très bien. Donc, il y a des procédés. Et l'autoclavage, effectivement, c'est clair qu'en monter en température, c'est pas terrible. Mais le bois brûle, séché, puis en fait, ça dépend aussi de la qualité du bois. Vous allez utiliser l'aubier ou et le type de bois que vous allez utiliser. Oui, je pense que vous pensez au bois rectifié. C'est un bois qui est chauffé à peu près 100 degrés, mais l'énergie grise du bois est aussi due à son parcours. Finalement, parfois on se dit on va prendre un bois local, et il a été scié dans un autre pays, etc. Donc il a fait tout un parcours et son énergie grise n'est pas forcément terrible. D'ailleurs, en termes d'énergie grise, c'est une question qui est peut-être totalement créative, mais je l'ose quand même. C'est que vous comptez, donc, vous intégrez en même temps donc l'énergie dépensée pour la réalisation, même toute la logistique, on va dire. En fait, en France, ce qui est en train de se construire en termes d'énergie grise un peu stabilisée pour la définition, c'est effectivement de l'extraction de la matière jusqu'à sa fin de vie démolition. Par contre, n'est pas pris en compte éventuellement une valorisation, ce qui fait que le bois a une énergie grise qui est un peu pénalisée. En Suisse, ils extraient en fait toute la rénovation maintenance parce qu'ils estiment que c'est des chiffres qui sont trop variables et qui dégradent finalement les résultats finaux. Je voulais savoir si c'était stupide de prendre en compte l'énergie dépensée pour la conception. En fait, plus on travaille sur l'énergie grise, et plus il faut de la matière grise. Et c'est à nous de la valoriser. Et pour répondre simplement à votre question, la question qui a été posée aussi sur la réhabilitation thermique des bâtiments à la place de l'architecte, je pense que là, ça touche toute l'équation écosystémique des acteurs, donc à la fois top-down et bottom-up. Donc top-down, c'est il faut que le maître d'ouvrage remette l'architecte au cœur, et on voit plus en plus d'appels d'offres où c'est le bureau d'études thermique. Et puis bottom-up, c'est nous, les architectes, il faut qu'on redonne envie aux étudiants de s'intéresser à la question, puisqu'il y a quand même un égo d'architecte qui aime bien construire son bâtiment. Pour répondre à quelques questions, moi je suis très marqué ces dernières années par la visite du bâtiment 22-26. Donc je regardais, on fait pour eux, pour leur bureau, et c'est un bâtiment, si vous le connaissez, qui n'a pas de chauffage et pas de ventilation mécanique. Bâtiment de bureau qui se chauffe simplement avec des apports solaires, avec un bâtiment qui est très isolé. Des murs de 70 cm d'épaisseur, ce qui n'est pas non plus dans la doxa de la modernité. Et puis des fenêtres qui s'ouvrent régulièrement pour renouveler l'air. Et puis toute une masse thermique qui est convoquée pour arriver à maintenir réchauffer le bâtiment et tout ça. Et donc c'est un bâtiment qui a beaucoup d'ingénierie et pas de machine. Et ça, je crois que par exemple, ça c'est une des réponses par rapport à ces questions d'isolation qui sont toujours prises comme des questions simplement de rajouter l'isolation. Je pense qu'on est, nous les écoles, on doit faire ce travail aussi de recherche, de diffuser les bons exemples, de reposer les questions dans un cas pédagogique, de formation des maîtrises d'ouvrage et tout ça, et pas répondre simplement à ces réponses extrêmement simplistes d'isoler par l'extérieur, par exemple. Et même la question d'isoler par l'extérieur, un autre exemple, par exemple la Gaton et Vassal, avec le travail qu'ils font, finalement, l'espace tampon, c'est aussi une façon de faire l'isolement par l'extérieur. Donc il y a aussi des modèles qui existent, dont on peut s'inspirer, qu'on peut critiquer, tout ça, mais donc on va aussi proposer aux étudiants comme étant une ressource pour arriver à réfléchir à ces questions-là. On peut aussi poser la question des
des usages dans l'habitat. On voit bien avec les maîtres d'ouvrage qu'on a, le modèle dans ces maisons de 1930 qu'on vous a présenté, dans lequel la salle de bain est en prolongement de la cuisine et tout ça, pour eux, la rénovation passe par une espèce de normalisation du logement en refaisant typiquement la maison petite bourgeoise et tout ça. Et donc sur ces usages de tout chauffer, pas tout chauffer, tout ça, il y a quand même des drôles de questions qui se posent, qui permettraient peut-être de poser extrêmement autrement. On peut aussi penser à la question de l'énergie qu'on peut produire plutôt que celle qu'on consomme. Par exemple, il y a un bâtiment de Sana à Essen qui bénéficie des mines qui sont en dessous de l'eau chaude qui vient des mines, et dans lequel les murs sont eux-mêmes chauffés comme un plancher chauffant. Et donc le bâtiment en béton n'a aucun isolant, puisque les murs font toujours une barrière au froid. Ça, c'est un travail qu'on est en train de faire avec les étudiants, avec l'hypothèse de chauffer les murs en permanence à 12 degrés et de se passer vraiment d'isolant. Voilà, c'est des questions comme ça, je pense qu'on peut vraiment, au niveau des écoles, de la recherche, des groupements d'écoles et tout ça, d'amener des hypothèses complètement différentes pour répondre à ces questions-là. Il y a une autre question à vous? Oui, j'allais en fait reposer une question sur l'aspect qu'on abordait tout à l'heure au niveau du bois. Que penser des énergies, des énergies en termes d'énergie, des économies pardon, en termes d'énergie grise et également des qualités en termes de qualité de l'air intérieur quand on pense aux nouveaux bois lamellés croisés et composites qui ont sur le marché là en ce moment et qui sont parfois présentés comme des alternatives au béton. Alors la lamellé croisée, de toute façon, maintenant ils ont fait des progrès. Hein, il y a besoin aussi, pardon. La lamellé croisée, c'est bon, oui. On a Oui, vous l'entendez? Oui. Non. Ah oui. Dieu créa les boutons. Donc non, il y a de nouveaux progrès qui sont faits dans la mesure où effectivement on avait avant des cols de réformol. Maintenant, on a des cols PMDI ou d'autres types de cols, et surtout, on a des labels et codes qui nous permettent de voir que ce sont des produits de connaître les émissions du produit. Voilà. Donc, la problématique, je dirais, c'est que si on a de l'OSB ou ce type de bois qui est prévu pour l'extérieur, il ne faut absolument pas le mettre à l'intérieur parce que le traitement n'est pas le même. Et donc là, on va avoir un impact sur la santé, et on l'a vu. Hein. On a vu des récupérations parce que, bon, effectivement, on fait une isolation, on utilise de l'OSB pour pouvoir souffler de la laine, de la boîte de cellulose, hein, et puis on récupère parce qu'à l'intérieur ça va faire joli, hein, et puis le traitement n'est pas le même. Hein. Maintenant, il y a une vigilance de toute façon. Alors, le problème, c'est vrai qu'on a un étiquetage, mais c'est pas parce que le produit est étiqueté C qu'il ne va pas être vendu. Donc, il faut être vigilant. Hein. Moi, j'ai dernièrement l'architecte de la région de Lyon qui m'ont appelé en me disant voilà, l'embêté, je voulais travailler avec de l'OSB, bon, du fret, j'avais trouvé, puis finalement, ça a aimé beaucoup, quoi. Ben oui, parce que la réglementation, l'étiquetage E1, en ce qui concerne l'OSB, c'est par rapport à la réglementation allemande, et c'est 125 microgrammes par mètre cube d'air de formaldéhyde. Tandis que nous, on demande, avec l'étiquetage A+, qu'on soit à 10 microgrammes par mètre cube de formaldéhyde. Oui. Donc il faut être vigilant. Donc il y a la base INES, tout à l'heure quelqu'un en a parlé, il y a les FDS, les fiches de données de sécurité qui peuvent donner des informations, puisqu'à partir du moment où le produit est mis sur le marché, après 98, l'industriel a l'obligation de vous fournir cette FDS. Donc même si c'est que de la chimie, à un moment donné, vous aurez des phases de risque en fin de fiche, et vous pouvez voir s'il y a des COV ou si c'est explosif ou les composés chimiques susceptibles d'être inflammables, ça vous donnera déjà des indications sur la qualité du produit. Et la base INES, effectivement. Mais bon, il y a tout le travail qui est fait actuellement sur les cols phase aqueuse ou PNDI. J'ai une question pour vous. Vous savez que l'homme habite en poète, néanmoins, dès lors qu'on a eu une action proactive sur la conception du bâtiment, qu'on a regardé avec beaucoup d'intérêt les questions de ventilation, enfin, globalement, qu'on est qu'un bon élève, comme on l'est souvent, est-ce que vous pensez que les choses sur lesquelles on s'assoit, les
choses sur lesquelles on pose, on range nos affaires, des choses avec lesquelles on s'habille, représentent une part marginale par rapport au bâti. C'est pour ça que je l'ai vaguement dit, mais je pense que l'occupant final, par exemple, je suis dans un hôpital où ils avaient travaillé sur la ventilation, etc., sur les produits faiblement émissifs, et il y a une personne qui a fait, il y a eu un défaut de ventilation dans une pièce de renouvellement d'air, la personne a fait une syncope. Et quand on arrive, moi je suis un nez, comme on dit, donc je fais une expertise au nez d'abord avant de faire des mesures. Et donc je suis arrivé, je dis mais c'est pas possible, là, un, je sens le confinement, deux, je sens la chimie. Et en fait, c'était quelqu'un qui avait amené ses propres produits d'entretien, parce que le propre, ça a une odeur. Or, les produits, notamment en milieu hospitalier, dans certaines démarches qui sont faites, c'est des produits inodorants, quoi, où il n'y a pas de CO2. Bon, ben là, voilà, la personne était allergique, donc ça allait plus loin, pas allergique, mais suffisant respiratoire et intolérant. Non, mais bien sûr, je sais pas, je ne peux pas dire la part des choses, mais c'est clair que on pourra se parler, par exemple, je n'ai pas parlé des nanoparticules dans les matériaux qui confèrent des propriétés particulières aux matériaux, mais en tant que, je dirais, chercheur, parce que j'estime être toujours dans l'âme, moi je me pose la question de toutes ces nanoparticules d'argent. On parle déjà du dioxyde de titane, on le sait, mais les nanoparticules d'argent qui sont des bactéricides, qui sont mis dans les joints de carrelage, qui sont mis par certains industriels dans les interrupteurs que l'on va vendre en milieu hospitalier, puisque ces bactéricides ne vont pas transmettre les maladies nosocomiales. Mais ces nanoparticules partent dans l'air. Moi, je me pose la question, où vont-elles? Donc, on les respire. Suivant les études qui ont été faites jusqu'à présent chez le rat ou autres rongeurs, on a vu que, par exemple, au dioxyde de titane, il y avait certaines franchissaient la barrière encéphalique. Ce qui a été montré à Bichat, par contre, c'est que sur certains rongeurs, ça restait plutôt au niveau du larynx, pharynx, ça s'accumulait. Mais le problème, c'est qu'un bactéricide, je le respire. Une fois que j'ai respiré, ces nanoparticules, elles peuvent aller dans tout mon organisme. Elles peuvent aller dans mon intestin. Mon intestin, c'est quand même, ça fait partie de mes défenses immunitaires, notamment grâce aux bactéries. Donc ça peut très bien tuer une bactérie de l'intestin. Admettons que ça ne les tue pas, ça repart dans les égouts et dans les stations d'épuration où on traite aussi l'eau avec des bactéries. Moi, si je me pose la question de ces nanoparticules d'argent, ne serait-ce que ça. Et on en a partout dans les vêtements transpirants, les chaussettes, les ailes. Ça, c'est nanoparticules d'argent. Le dioxyde de titane, on en a parlé dernièrement dans l'alimentation. Dans les bonbons, c'est tout ce qui fait briller les bonbons. Le dioxyde de titane, c'est aussi ce qu'on utilise dans les captures photocatalytiques pour retenir soi-disant les CO2, mais qui à terme est cancérogène classé 2B au niveau de l'IARC du CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer. Il faudrait créer un nouveau acte de guerre, l'homme habitant malade. C'est ce qu'on risque. Moi j'ai hyperventilé dans les corons des mines, vous voyez, je ne sais pas ce que je risque avec tout ça. Non, mais après, justement, on a la chance d'être différents. Il y en a qui vont sentir. Non, mais c'est vrai qu'il faut faire de la prévention, parce que pour les générations futures, pour les enfants, on met les enfants voilà, et pour le présent aussi, on est aussi sur les post-potage. Mais effectivement, il faut y penser. Parce que si on fait la course folle, la course à l'échalote, je veux dire, moi je veux bien le gaz à effet de serre, les dépenses énergétiques, on va dire aux gens qui se polluent chez eux, qui se confinent, on va faire des mesures de CO2, aller dans la rue mesurer le CO2. Voilà, le confinement, je veux dire, la vie ça circule, quel que soit le bâtiment étanche. Et moi je refuse, parce qu'on m'a proposé d'étudier des projets, par exemple, chez Architecturon, mettant des filtres qui filtrent tout. Donc, parce que là, avec les F5, G5, c'est la gravimétrie, les pollens, on les filtre. Et on me dit, mais s'il y a des composés organiques volatiles, on va mettre des filtres à charbon. On ne veut pas faire des blocs opératoires. Je veux dire, ni des endroits complètement aseptisés. Parce que si on fait ça, on meurt.
notre système immunitaire, la vie, c'est en permanence la réaction avec l'extérieur. Et même, il y a des théories qui disent que les asthmatiques, allergiques asthmatiques, ce serait encore une forme ultime de l'organisme de changer le système immunitaire, mais pour résister encore. Parce que c'est quand même un allergique ou un asthmatique, il produit des anticorps. C'est pas les mêmes que la normalité, j'aime pas ça, mais bon, on a décidé que c'était de l'allergie, de l'inflammation, donc on a des anticorps IgE, bon. Mais c'est encore une réaction pour survivre, pour rééquilibrer, pour respirer, pour oxygéner correctement les cellules. Donc voilà, alors, surtout ne faites pas des maisons étanches, parce qu'à partir du moment où on ouvre la porte, ou alors on vit chacun dans notre bulle, on communique que par les tablettes, c'est clair qu'à ce moment-là on fait des maisons aseptisées, mais sinon la vie c'est des moisissures, il y en a plein dehors. Le problème à l'intérieur de l'habitat, c'est quand certaines espèces se développent, et en gros en France il y en a une quinzaine qu'on connaît qui ont vraiment des effets toxiques ou allergiques, qu'on peut essayer de maîtriser. Et bon, c'est là les moisissures, c'est la vie. Les légionelles, il y en a dans toutes les flaques d'eau dehors. Bon, il ne faut pas qu'elles soient, par contre, dans les ballons d'eau chaude, dans certains cas, pour des personnes qui sont fragilisées, immunodéprimées, etc. Voilà, c'est toujours faire la part des choses. Moi, je dis toujours, il est interdit d'interdire. La réglementation, c'est pour donner une analyse, je dirais, globale des choses, pour aller vers un mieux-être, c'est vrai. C'est comme la médecine, je vous dis, on donne des normes, mais bon, il y a une ligne, et puis il y a des gens qui sont en haut, il y a des gens qui sont en bas, et c'est d'équilibrer pour tout le monde. C'est pas tout à fait pareil, parce que vous êtes dans un cadre juridique avec la médecine, vous avez une obligation de moyens, et nous on a une obligation de résultat, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la part des choses. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas la mesurer, la part des choses. Elle n'est mesurable que par le règlement. Oui, les assurances. Oui. Non, mais bon, il y a une réglementation, je dirais, quand c'est du physique, du mécanique, et bon, c'est une science, quoi. Je veux dire, je ne vais pas revenir contre les mathématiques. Mais après, là où on peut fluctuer, c'est aussi au niveau de l'humain, quoi. La vie, c'est pas figé, je suis désolée. On sait qu'on respire, mais il y a diverses façons de respirer, la finalité étant toujours de vivre, mais je veux dire, c'est vrai que c'est délicat, mais il faut bien se rendre compte que au niveau sanitaire, je dirais, il faut informer, il faut communiquer, pour que chacun agisse à son niveau, quoi. On ne va pas vous responsabiliser, moi ça c'est super un truc, un architecte parce qu'il a fait un bâtiment, parce que des gens dedans sont malades, quoi. Mais il faut être vigilant parce que ça, on y arrive. On y arrive tous les jours. Moi, j'ai des appels. Vous ne pouvez pas me faire une lettre pour que... Oh là, on se calme. L'étanchéité, vous n'avez pas ouvert vos fenêtres. Vous avez une fuite de gaz, vous ouvrez les fenêtres. Bon, non, mais il y a aussi le bon sens, quoi. Il faut arrêter de monter les gens contre les autres. Il y a la réglementation aussi qui est... de toute façon, un pont, il tient que parce qu'il y a eu de la physique et voilà, un monument, il va tenir aussi parce qu'il y a des armatures. Voilà, on ne peut pas aller contre ça. Mais la vie, je veux dire, d'abord c'est magnifique, mais c'est divers. Donc on essaie, la communication, c'est important. Parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Le bâtiment, aujourd'hui, si on respecte la thermique, si on n'informe pas les gens comment vivre dans un bâtiment, mais d'ici, je ne vous donne pas, parce que des fois, c'est quelquefois 3 mois. Un bâtiment neuf, 3 mois, on évacue, sur 23 personnes, on en évacue 20, avec des cas graves. Vous croyez que ça ne pose pas de problème, quoi? C'est un constat, tout a bien été fait. Mais... Non, mais je vous rassure, tout est très très mal fait. Et il n'y a pas les moyens de contrôler. Vous voyez, il suffit de suivre les appels d'offres pour voir combien vous êtes payé pour suivre un chantier, combien un bureau de contrôle s'écrase et vient une fois tous les 3 mois. Donc vous inquiétez pas du tout. L'air, il y en aura toujours qui passera partout. Je ne suis pas inquiet du tout. Moi non plus. Je vais devoir contrarier le facteur humain parce qu'on l'a laissé un peu jouer et, oui. Et on a un petit peu débordé, donc il faut eu des passages d'air, mais c'était, me semble-t-il, des pensées plutôt intéressantes, constructives. Comme première, on pourrait dire peut-être que finalement, dans les études d'archi, il faudrait peut-être nous mettre un
petite formation médecine, parce que c'est pas inintéressant finalement dans notre éventail technique. Pour les accidents de tuteur. On l'a dans des formations spécialisées, on n'est pas en formation généraliste. Donc on avait un enseignant à Lille, juste pour finir sur ces questions-là, on avait un enseignant à Lille, Philippe Louguet, là, qui nous disait l'isolant, ça isole. Ça isole thermiquement, mais ça isole aussi socialement. Il prenait pour preuve que lorsqu'on isole un logement thermiquement, d'un seul coup, les habitants se plaignent du bruit que font leurs voisins. Voilà. Il disait aussi que quand on utilise des VMC, en fait, on aspire l'air, donc on met le bâtiment en dépression. Voilà. Et on met aussi donc du coup ces habitants en dépression. Il préconisait qu'on souffle de l'air et qu'on laisse fuir plutôt qu'on aspire. Donc il y a peut-être des analogies entre ce qu'on fait réellement à travers ces dispositifs techniques et la réaction des habitants par rapport à ces dispositifs techniques. Oui, mais je pense qu'il y a bon, on le voit dans les écoles, on a arrêté la ventilation parce que ça faisait du bruit, par exemple. Et si on n'explique pas que la ventilation, elle a besoin d'être là, quoi. Voilà, quand on explique, voilà, je crois que c'est comme en science, on s'aperçoit qu'il n'y a pas tellement de transversalité, ou en médecine, chacun travaille sur le cardio, tu travailles sur le cancer, finalement tu donnes des produits à l'un et ça fait mal à l'autre, puis on se retrouve au final, on se retrouve au même endroit au final, mais je veux dire, qu'importe le chemin, mais non, ce que je veux dire, c'est ça, il faut la transversalité, quoi. Alors, c'est vrai que ça, j'énumère, parce que l'idée, c'est de dire, dans la prévention, on est dans la prévention. Hein. Je veux dire, on dit, voilà, ça peut faire ça, on constate qu'il y a des pathologies respiratoires, on essaie de faire de la prévention, mais c'est pas non plus, c'est pas strict, quoi. C'est dans la communication, on dit aux gens aussi, vous pouvez être acteur aussi de votre santé dans votre bâtiment. Parce que moi, je vois des expertises quelquefois, mais c'est des gens, je rentre dans des appartements, je me dis, mais il y a des gens qui vivent là déjà. Donc voilà, puis le mental, le social, c'est aussi des choses entassées sur des bureaux, des gamins qui ne peuvent pas travailler, mais il n'y a pas de place sur le bureau, mais fais-la ta place. Vous voyez, et c'est dans la communication qu'on arrive comme ça sans agressivité. C'est pour ça que la réglementation, je dis, il faut qu'on ait à peu près des bases, mais à un moment donné, trop réglementé, pour moi, c'est plus dans la vie. Ça m'engage que moi. Je suis de l'Institut Finlandais. Ah oui. On a un concert là-haut et j'ai juste besoin d'un micro. Parce que... Mais ça y est, non, mais on va pas chanter. Oui, juste, je vous remercie d'avoir participé à cette journée. Je voulais juste remercier deux personnes qui ont été citées. Donc, c'est Quentin Marie, étudiant à l'ENSA Normandie, qui a filmé toute la journée le débat, ce qui va permettre une mise en ligne prochainement. Et puis également Elodie Gérifo, donc qui a assuré aussi la gestion, la logistique en fait de l'organisation de la journée. Voilà, je vous remercie.